Bien, mes chers collègues, nous sommes réunis ce matin dans le cadre d'une table ronde conjointe donc avec la Commission des lois et la Commission de la culture pour évoquer les risques qui pèsent sur les futures échéances électorales en raison de manipulations rendues possibles par les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Pour évoquer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Hugues Moutou, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Madame Anne-Sophie Divert, directrice adjointe du service de vigilance et protection contre les ingérences numériques étrangères, plus connu sous le nom de Viginum, Monsieur Benoît Loutrel, membre du collège de l'Arcom, Monsieur Paul Hébert, directeur adjoint de l'accompagnement juridique de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la CNIL, et enfin Monsieur Laurent Cordonnier, directeur de la recherche de la Fondation Descartes. L'utilisation massive des nouveaux moyens de communication numérique permet aux acteurs politiques, partis ou candidats isolés de renouveler profondément leurs méthodes de campagne et de mieux cibler leurs électeurs potentiels. Cela peut être fait en toute légalité, mais un certain nombre de dérives sont également à craindre. L'exemple le plus célèbre dans ce domaine étant l'affaire Cambridge Analytica. Ces mêmes outils numériques rendent également possible des agissements plus occultes avec des intermédiaires pas toujours identifiables ni rattachables à des acteurs politiques connus, mettant en œuvre des manipulations algorithmiques ou instrumentalisant des influenceurs. On pense à l'affaire de l'élection présidentielle roumaine en 2024, lors de laquelle une campagne d'influenceurs rémunérés sur TikTok a fortement contribué à l'élection d'un candidat surprise. Si des opérations d'influence ayant une origine étrangère sont particulièrement redoutées dans le contexte géopolitique actuel, des acteurs nationaux ayant un agenda politique ou social quelconque et disposant éventuellement d'importants moyens financiers sont également susceptibles de tels agissements. Vous pourrez nous dire à quel degré notre pays est d'ores et déjà menacé par ces phénomènes qui peuvent porter atteinte à des valeurs démocratiques essentielles comme le pluralisme ou la sincérité des élections. Plusieurs textes permettent sans doute de lutter contre certains aspects de cette menace. Je pense en particulier à la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, à celle du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, à celle du 9 juin 2023 sur les influenceurs, à l'article L52.1 du Code électoral et plus récemment au règlement européen sur les services numériques RSN ou DSA. Il faut également citer le nouveau règlement européen relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, entré en vigueur il y a seulement quelques jours. Le cadre juridique semble donc, à première vue en tout cas, pléthorique, mais nous nous interrogeons sur sa cohérence et sur sa pertinence, sur l'organisation mise en place par les pouvoirs publics pour l'appliquer, sur la coordination des acteurs et les moyens dont ils disposent, ainsi que leur degré de préparation pour les prochaines élections locales ou nationales. En particulier, le nouveau règlement sur la publicité politique est-il susceptible de colmater les éventuelles brèches qui auraient subsisté jusqu'à présent? J'observe que son entrée en vigueur a conduit les principales plateformes qui jugeaient sa mise en œuvre trop délicate à interdire purement et simplement des publicités politiques. Cette interdiction ne concerne toutefois pas celles qui auront été identifiées comme telles par les plateformes, ce qui ne représente sans doute qu'une petite partie des contenus qui nous préoccupent. Je vais à présent laisser la parole à ma collègue Muriel Jourda, présidente de la commission des lois, pour compléter ce propos liminaire. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Le président Lafont a bien exposé les enjeux qui sont liés à la numérisation du débat public et de la communication politique et son incidence sur la qualité et la neutralité de l'information électorale. La manipulation d'algorithmes ainsi que les recours à l'intelligence artificielle permettent en effet de promouvoir certains contenus en particulier dans des volumes bien supérieurs à ce que pouvait permettre la technique plus classique de déstabilisation du processus électoral. Citons ainsi parmi les modalités d'ingérence numérique les plus récentes l'utilisation de comptes inauthentiques, le recours à des influenceurs numériques, l'usurpation de l'identité de médias ou encore la falsification de l'identité de partis ou de candidats, mais nos intervenants pourront vraisemblablement préciser et compléter cette esquisse de typologie.
Comme l'a également souligné le président Lafont, les exemples d'opérations d'ingérence étrangère visant à influencer le résultat d'élections nationales ne manquent pas sur la période récente. L'exemple roumain est sans conteste le plus marquant, dans la mesure où il s'agit, je le rappelle, du premier scrutin démocratique majeur en Europe à avoir fait l'objet d'une décision d'annulation. Annulation des résultats pour des soupçons d'ingérence étrangère. C'est la Cour constitutionnelle roumaine elle-même qui a annulé le scrutin le 6 décembre 2024. Peut-être, et là je m'adresse évidemment à nos interlocuteurs, pourrez-vous nous indiquer quelles répercussions cet événement a eu en France sur la compréhension de l'impact des réseaux sociaux sur la manipulation de l'information, ainsi que les adaptations qui ont été faites depuis et les nouvelles réponses en cours d'élaboration? Alors il est vrai que face à cette menace, nous disposons d'ores et déjà d'un cadre juridico-institutionnel conséquent qui a été renforcé ces dernières années. Le président Lafont, je n'y reviens pas, a cité les principales dispositions en vigueur, qu'elles soient nationales ou européennes. La logique générale à laquelle semble aujourd'hui répondre ce cadre est celle de la responsabilisation des plateformes numériques, à qui il revient de prendre des mesures afin de détecter et atténuer les phénomènes inauthentiques. La surveillance par les différentes autorités de contrôle s'exerce, elle, principalement a posteriori. Et en dernier ressort, il revient au juge électoral saisi d'une contestation des résultats d'un scrutin d'annuler celui-ci s'il estime que la sincérité du scrutin a été altérée. Vous voyez dans quel ordre les responsabilités s'égrènent. D'après vous, et là je m'adresse encore à nos interlocuteurs, est-il possible de renforcer les actions de contrôle menées en amont de l'élection? Par ailleurs, et votre simple présence l'atteste, de nombreux acteurs institutionnels sont aujourd'hui concernés par la lutte contre les ingérences numériques. Pourriez-vous nous préciser la façon dont les missions et responsabilités de vos services respectifs s'articulent avec celles des autres? Identifiez-vous un maillon manquant dans cette chaîne qui va de la prévention à la sanction en passant par la détection, bien que ces maillons soient relativement nombreux d'ores et déjà? La lutte contre les manipulations numériques en période électorale est, je crois que nous le savons tous, essentiel. Il y va de la confiance des électeurs dans la fiabilité des processus électoraux et au-delà dans les institutions. Je pense néanmoins qu'aucun arsenal juridique ne remplacera la chose qui devrait être le mieux partagée du monde, c'est-à-dire le sens critique face à ce que nous pouvons voir sur les réseaux sociaux. La surreprésentation d'un candidat dans les médias ne doit pas suffire à expliquer un vote en sa faveur, nous en conviendrons tous. Il ne s'agit donc pas de nier la capacité de chacun de faire preuve de recul par rapport à une information donnée, mais de réunir les conditions pour permettre aux électeurs de voter de manière éclairée. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je laisse à présent la parole aux intervenants et je pense qu'à la suite de vos propos, nos collègues auront certainement des questions à poser. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Comme nos intervenants sont nombreux, on va leur demander d'être assez synthétiques dans leur présentation liminaire pour ensuite pouvoir répondre aux questions que vous aurez. Je suis sûr qu'elles seront nombreuses. On va commencer par Monsieur Hugues Moutou, secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Monsieur le Préfet. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je profite pour saluer en particulier les sénateurs et sénatrices que j'ai eu la chance de côtoyer dans mes fonctions territoriales ces dernières années. Naturellement, le ministère de l'Intérieur est très attentif à la question des ingérences étrangères numériques dans le processus électoral national. Alors qu'il me soit permis de dire que je m'exprimerai ici en essayant d'être le plus coopératif possible, dans les limites toutefois de ce que me permet la loi sur la protection des informations couvertes par le secret défense. Le contexte actuel nous pousse à être particulièrement vigilants. Contexte de la guerre en Ukraine, le contexte de très fortes tensions géopolitiques et l'agressivité numérique de puissances hostiles n'est plus à démontrer. Le fait que la France soit une cible prioritaire pour un certain nombre de ces puissances n'est pas à démontrer non plus, compte tenu de son activisme sur la scène internationale, du fait que c'est une puissance militaire majeure et, j'allais dire, du fait de son histoire. Donc nous sommes en première ligne, vous le savez, face à ces menaces que l'on va qualifier d'hybrides. Le
contexte a été récemment rappelé dans le cadre des travaux de la revue nationale stratégique, avec le scénario prioritaire qui a été esquissé par les rapporteurs et notamment le secrétaire général, le GDSN, pardon. Donc avec un conflit aux frontières de l'Est de haute intensité et une rétroaction avec des attaques hybrides sur le territoire national. Donc voilà le contexte général. Vous dire très sommairement pour ces propos liminaires que on peut distinguer deux types de menaces à notre avis. Premièrement, des menaces numériques qui peuvent, je ne parle que des menaces numériques, mais vous le savez, le ministère de l'Intérieur est en charge de la sécurité et de la sincérité des votes et donc du processus électoral, et ce qui nous amène à assurer la protection physique des bureaux de vote et désormais des candidats dans le cadre de la dernière disposition législative. Donc si on axe nos remarques sur le numérique et la menace numérique, premièrement, c'est la menace qui touche la sécurité informatique des systèmes d'information, puisque vous savez que nous avons, lors de chaque élection, vous le savez mieux que quiconque, une remontée du taux de participation, les prévisions, et puis naturellement les résultats électoraux. Et on peut tout à fait imaginer que des attaques informatiques puissent venir mettre en péril la bonne remontée de ces informations et donc le bon déroulé du scrutin. Ce n'est pas la partie, je crois, qui vous intéresse le plus aujourd'hui, si j'ai bien compris. Le deuxième risque lié au numérique, c'est naturellement l'altération de la sincérité et de l'intégrité du vote. L'intégrité, ça me semble être quelque chose d'excessivement important. Et en tant qu'ancien professeur de droit, j'aime me référer à la théorie des apparences. Je le fais pour la justice, hein, mais c'est également vrai pour le processus démocratique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'organiser selon les formes démocratiques habituelles des élections. Encore faut-il donner à voir que le processus démocratique se déroule dans de bonnes conditions. C'est important parce que finalement toutes les attaques dont nous allons parler ce matin, toutes les attaques inauthentiques, les informations inauthentiques qui vont circuler sur les réseaux sociaux et qui sont d'origine étrangère, n'ont pas finalement pour but de véritablement convaincre la majorité de l'électorat français, mais plutôt de distiller le doute sur le bon fonctionnement de nos institutions démocratiques. Et la nuance est importante parce que on n'a pas besoin d'attaques hybrides massives pour déstabiliser notre système démocratique, mais juste une pointe de doute et qui remet en cause, qui nourrit le complotisme et qui remet en cause le bon fonctionnement du système démocratique. Effectivement, vous avez parlé d'exemples étrangers. Je rajouterai également l'exemple récent de la Moldavie lors des dernières élections parlementaires, avec effectivement une ingérence étrangère massive de la Russie pour nommer l'État qui est à l'origine, qui constitue une menace notable pour le fonctionnement de nos démocraties. Tout ça est public, donc je pense qu'on peut le dire. Alors, il y a également ce contexte électoral en ce moment en France. Alors, nous n'avons pas identifié de menaces particulières pesant sur les élections municipales. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'ingérence étrangère, mais d'après nos informations actuelles, des puissances hostiles n'ont pas forcément pour objectif de déstabiliser le fonctionnement des élections municipales. Alors, naturellement, il en va tout autrement pour l'élection présidentielle de 2027 et pour d'éventuelles élections législatives qui interviendront soit à date fixe, soit de façon anticipée. Donc nous sommes extrêmement vigilants sur les risques d'ingérence étrangère lors de ces grands scrutins. Alors
comment on est organisé aujourd'hui et qu'est-ce que prévoit le droit? Le droit, déjà, nous donne la possibilité d'agir. Je rappellerai que l'article L 163-2 du Code électoral prévoit un dispositif qui n'a pas aujourd'hui été utilisé, on va dire, abondamment. C'est le référé fake news et qui permet effectivement de délivrer des injonctions aux plateformes numériques. Au-delà de ce dispositif juridique très précis, qui vient de la loi de 2018 sur la manipulation de l'information, on a un certain nombre d'acteurs, peut-être trop, me direz-vous, parce que c'est une réflexion qu'on peut avoir, et peut-être aujourd'hui pas suffisamment coordonnés. C'est ce sur quoi nous travaillons en interministériel aujourd'hui, mais les travaux n'ont pas abouti et donc je ne pourrais pas naturellement m'exprimer publiquement sur ce sujet. Juste pour vous dire sur les principaux acteurs que je vois de ma fenêtre, qui sont à peu près tous les acteurs qui vont à un moment donné ou à un autre se prononcer sur cette intégrité du scrutin et sur les moyens de protection numérique du processus démocratique français. On a au niveau du ministère de l'Intérieur déjà la protection des systèmes d'information dont je parlais, avec la direction du numérique du ministère, aidée par l'ANSSI naturellement. Et puis ensuite, on a naturellement l'ensemble des services de renseignement qui travaillent sur la détection des ingérences étrangères, pour les qualifier d'étrangères, ce n'est pas toujours aussi simple. Nous avons également l'ARCOM, mon voisin de droite naturellement, en tant que régulateur du numérique qui intervient, le SGDSN. Voilà, on a beaucoup d'acteurs. Et puis au final, ce qu'on appelle les tiers de confiance, les différentes commissions nationales de contrôle du financement, des financements politiques et puis de la campagne électorale présidentielle. Voilà, ce qu'on appelle les tiers de confiance qui pourraient intervenir à l'avenir dans le cadre d'une nouvelle organisation de la lutte française contre les ingérences étrangères. On est épaulé par nos voisins européens et par l'Union européenne, vous le savez, qui depuis quelque temps s'est également attaché à élaborer un système de protection. Il y a d'une part ce bouclier démocratique européen qui a été mis en place, et puis un système d'alerte européen avec des transmissions en temps réel d'informations entre les différents États membres. Voilà. Donc la menace est identifiée, elle fait l'objet de réunions aujourd'hui au plus haut niveau, et nous sommes en train de peaufiner notre réponse institutionnelle pour protéger la sincérité et l'intégrité naturellement du vote dans notre démocratie. Merci. Anne-Sophie Divert de Viginum. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie pour cette invitation. En tant que chef de service adjointe de Viginum, je suis ravie de pouvoir être face à vous pour évoquer le sujet de la protection du débat public numérique en contexte électoral, notamment s'agissant de la menace spécifique des ingérences numériques étrangères qui est le champ de compétences de Viginum. Pour mon propos liminaire, j'aimerais vous partager 3 messages principaux. Le premier message, c'est que nous faisons face à un état de la menace qui est réel et préoccupant. En vérité, depuis le milieu des années 2010, aucun rendez-vous électoral ou référendaire majeur n'a été épargné par une tentative de manipulation de l'information impliquant des acteurs étrangers. Ce que nous observons chez Viginum, c'est que plus largement, la menace informationnelle constitue désormais une menace permanente, omniprésente et croissante. Nous assistons en effet, comme l'évoquait le secrétaire général M. Moutou, depuis 2022 à l'émergence d'une conflictualité numérique globale qui s'intensifie et dans laquelle les opérations d'ingérence numérique étrangère sont un instrument privilégié au service de stratégies de puissance qui est mobilisé par des acteurs étrangers étatiques ou non étatiques qui cherchent à peser sur tous nos débats publics démocratiques en exploitant nos principes d'ouverture et de transparence. Et cette menace, même si elle n'y est pas circonscrite, elle s'incarne de manière emblématique lors de nos grands rendez-vous démocratiques que sont les élections.
Donc, pour donner plus de corps à mon propos, j'aimerais démarrer par vous donner un panorama de l'état de la menace informationnelle en contexte électoral tel que nous l'observons et nous l'avons observé chez Viginum depuis 2021. En fait, nous observons principalement 4 stratégies hostiles qui sont mises en œuvre par des acteurs étrangers malveillants dans le champ informationnel. La première stratégie, c'est celle qui va viser à polariser l'opinion publique autour de thématiques clivantes qui peuvent influencer le comportement des électeurs. La deuxième stratégie, c'est celle qui va viser à décrédibiliser la procédure électorale en elle-même, en insinuant que cette procédure est illégitime, défaillante ou frauduleuse. Vous vous souvenez probablement des narratifs style de vote que nous avions observés outre-Atlantique autour des élections de 2020. La troisième stratégie, c'est l'alimentation de la défiance à l'égard des médias d'information traditionnels. L'idée ici, c'est de cibler un des symboles majeurs de la démocratie que sont les médias libres pour pouvoir attirer une partie des audiences de ces médias vers des médias alternatifs qui sont susceptibles d'être manipulés par des acteurs étrangers. Et enfin, la quatrième et dernière stratégie, c'est l'exposition réputationnelle de candidats ou de partis politiques impliqués dans la campagne électorale. Je serais heureuse de revenir davantage dans les questions sur la manifestation observable de ces stratégies. Et donc, fort de ces constats, en vérité, la question cruciale, elle n'est pas de savoir si ou quand nos prochains rendez-vous électoraux seront visés par ces menaces, mais quel est l'impact de ces opérations sur la sincérité du scrutin. Mon deuxième message est que, face à ces opérations d'ingérence numérique étrangère, la France s'est dotée de moyens d'agir depuis 2021 avec un dispositif national de protection que je juge efficace. C'est en effet au titre de son décret de création de 2021 que Viginum est compétent pour exercer 3 missions principales face à cette menace des ingérences numériques étrangères pour protéger les processus électoraux. La première mission de Viginum en contexte électoral face à ces ingérences numériques étrangères, c'est premièrement de les détecter et de les caractériser. Donc ces opérations qui sont susceptibles d'altérer l'information des citoyens pendant la période électorale. La deuxième mission de Viginum en contexte électoral, c'est de fournir toute information utile à l'ARCOM et à la CNCCEP dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en contexte électoral. Et enfin, troisièmement, d'assister le SGDSN dans sa mission de coordination et d'animation des travaux interministériels en matière de protection contre ces opérations, et notamment en contexte électoral. Et donc, par ailleurs, depuis donc, la prise de conscience du risque d'ingérence qui pèse sur nos rendez-vous démocratiques, et notamment lors des Macron Leaks de 2017, une coordination interministérielle s'est mise en place sous la coordination du SGDSN, qui a été renforcée en 2021 avec la création de Viginum et la mise en place d'une gouvernance qui intègre plusieurs partenaires interministériels, et notamment le ministère de l'Intérieur. Cette coordination interministérielle, elle se traduit notamment, par exemple, par l'organisation de sessions de sensibilisation collective, notamment sur les sujets cyber et manipulation de l'information et des risques d'ingérence plus classiques à destination des équipes de campagne, ainsi que par une coordination accrue en contexte électoral. Viginum édite par ailleurs un guide de sensibilisation à destination des équipes de campagne pour les sensibiliser à ces risques qui peuvent les cibler. Et par ailleurs, en lien avec l'ARCOM, nous sollicitons également les plateformes en amont des élections pour qu'elles puissent nous rendre compte du dispositif de protection qu'elles ont mis en place. Enfin, Viginum coopère également avec les médias de la presse nationale et régionale pour sensibiliser le grand public et la communauté des journalistes au risque d'ingérence numérique étrangère. Et vous avez probablement peut-être vu un article du 15 octobre qui évoquait de faux portails d'information, de faux sites d'information qui ciblaient les élections régionales, enfin les élections municipales, pardon, qui impliquaient notamment des acteurs pro-russes. Maintenant, pour vous partager un retour d'expérience de ce dispositif, puisque Viginum, à date, a protégé en tout 5 scrutins depuis 2021, dont un scrutin référendaire. Donc, s'agissant notamment des élections européennes et législatives de 2024,
Viginum a détecté au total 25 tentatives d'ingérence numérique étrangère qui ont tenté donc de cibler le scrutin. 14 pour les élections européennes et 11 pour les élections législatives. Je parlais tout à l'heure de la question cruciale de l'impact, et c'est effectivement un point très important. En l'espèce, aucune de ces opérations n'ont eu un impact sur l'information transmise aux citoyens, car leur visibilité est restée extrêmement limitée. S'agissant des élections à venir, et j'en viens ici à mon troisième et dernier message, il nous paraît évident que nous devons collectivement nous préparer à faire face à un durcissement de la menace informationnelle. Et notre résilience démocratique, elle devra reposer également sur une vigilance accrue des citoyens. Les exemples internationaux récents qui ont déjà été évoqués s'agissant de la Roumanie ou de la Moldavie témoignent d'un changement d'échelle et de nature de la menace informationnelle en contexte électoral. En particulier, s'agissant de la Roumanie, elles illustrent de nouveaux risques systémiques qui sont susceptibles d'être transposés en France. C'est ce que nous avons indiqué dans le rapport public que nous avons publié sur la Roumanie en février 2025, puisqu'ont été mis en œuvre des leviers de deux natures, des manipulations de l'algorithme de recommandation par le biais de manœuvres d'astroturfing, donc de contenus qui sont massivement publiés par des réseaux de faux comptes, ainsi que le recours dissimulé à des influenceurs. Et donc, fort des enseignements de ces scrutins, et face à l'évolution structurelle du niveau de menace informationnelle, il nous semble donc que les démocraties sont confrontées à deux enjeux majeurs pour protéger leur grand rendez-vous démocratique. D'une part, une action qui doit être plus préventive et plus transparente à l'égard des citoyens, et d'autre part, une vigilance accrue à l'égard du rôle des plateformes. Pour ce faire, des bonnes pratiques mises en œuvre par certains de nos partenaires internationaux, je pense notamment au Canada, peuvent être des sources d'inspiration pour disposer d'une structure pouvant apprécier le risque d'impact et pouvant communiquer au grand public en amont et pendant la campagne électorale. J'en ai terminé. Merci. Merci, Madame. Benoît Loutrel, membre du Collège de l'Arcom. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais brièvement brosser le décor vu de l'Arcom. J'aurais tendance à dire, mais nous organisons des élections dans l'espace informationnel dans lequel se fait la vie politique française, qu'elle soit au niveau national, au niveau local. Cet espace informationnel qui est unique, il a trois types d'accélérateurs qui sont susceptibles d'amplifier une information et donc d'influencer la formation de l'opinion publique. Le premier est bien connu, ce sont nos médias traditionnels, presse, radio, télévision. Le deuxième commence maintenant à être bien identifié, ce sont ces médias algorithmiques, moteurs de recherche, réseaux sociaux et depuis peu l'entrée fracassante des IA génératives. Le troisième est souvent un peu oublié et il est très important et de plus en plus important, ce sont les citoyens qui deviennent, grâce aux médias algorithmiques, des amplificateurs. C'est la problématique des influenceurs, dont que vous avez mentionné au propos liminaire, Monsieur le Président. Et il faut arriver à se poser la question, comment est-ce qu'on agit sur ces trois types d'acteurs pour renforcer la résilience informationnelle de nos sociétés, qui est le socle de la confiance et donc de l'adhésion au processus démocratique. Je souhaiterais juste revenir en quelques mots sur ces différentes composantes. Les médias jouent un rôle stratégique. Et il faut commencer par là, parce que ce sont les seuls acteurs qui font baisser l'entropie. Ce sont les seuls acteurs qui aident à créer une vision commune, une vision partagée, pluraliste, mais une vision partagée de la vie publique. Or, aujourd'hui, leur modèle économique s'érode de plus en plus vite, particulièrement pour les médias de proximité. Et je pense que ça doit être versé dans le débat. Le deuxième point, concernant les citoyens, on sent qu'on arrive à un point où il faut s'atteler collectivement à une tâche qui est de créer un sentiment de citoyenneté numérique, qui est à la fois le fait d'inculquer un sens du devoir, de responsabilité dans l'espace numérique comme on a dans l'espace physique, parce qu'on voit qu'il y a une tendance, on observe tous une conflictualisation croissante de l'espace numérique qui trouve sa source aussi dans l'action des citoyens. Et il faut rappeler aux citoyens qu'il a des responsabilités et on sent que si on arrive à inverser les dynamiques, on peut changer les attentes, on peut changer ce sentiment qui s'était installé que l'espace numérique est un espace de non-droit.
Les citoyens, c'est aussi travailler à la citoyenneté numérique, c'est aussi développer un sens critique qui est extrêmement important et qui fera partie de la résilience informationnelle de nos sociétés face à des tentatives d'ingérence. Il faut enseigner le sens critique, il faut enseigner à savoir utiliser à bon escient les intelligences artificielles génératives, garder en tête que les plus jeunes générations sont nées nativement dans ce monde et sont déjà en des modes, s'informent de manière totalement différente de tous les gens qui sont présents, je pense, dans cette salle, et qu'il faut aller chercher, construire ce sens critique, parce qu'on voit déjà que les IA génératives ne sont pas neutres. Je fais référence brièvement à ce qu'on a pu observer sur l'intelligence générative Grok de Twitter, de X, qui, pendant quelques semaines, en septembre, a vu son paramétrage modifié, et on a pu voir qu'une intelligence artificielle peut avoir une vision différente du monde suivant les paramètres qu'on met dedans. Donc il y a une urgence là. Maintenant, évidemment, la responsabilité de l'Arcom est plus forte sur ces plateformes qui, au titre du règlement sur les services numériques, sont soumis à de nouvelles obligations qui, pour les résumer, visent à nous garantir que face aux menaces auxquelles nous devons faire face dans l'espace informationnel, elles vont faire partie de la solution et non pas faire partie du problème comme on pouvait le craindre avant. Et donc, c'est tout le but du règlement sur les services numériques qui leur donne des obligations de diligence, de transparence, qui demande à l'Arcom, avec l'ensemble des régulateurs européens, de veiller à la mise en œuvre de ce règlement et de servir de coordinateur. Alors, ce terme surprend toujours quand on l'applique à une autorité publique indépendante. Nous n'essayons pas de coordonner le ministère de l'Intérieur. Je pense qu'il ne le prendrait pas très bien. Mais l'idée est de dire que on a ce nouveau cadre. Dans ce nouveau cadre, la Commission européenne notamment a des pouvoirs très forts vis-à-vis des très grandes plateformes. Et pour comprendre ce nouveau cadre, pour savoir comment en tirer tout le potentiel, dans chaque pays, une institution a été prépositionnée. Ce sont les coordinateurs des services numériques comme l'Arcom en France. Ce qui fait que très concrètement, pour préparer les échéances électorales, nous travaillons avec la Commission européenne pour mettre en ordre de bataille les différentes plateformes et être capable de leur demander de se mettre en relation avec les différentes autorités publiques nationales. Monsieur le secrétaire général a fait référence aux tiers de confiance. Nous jouons le même rôle pour prépositionner les plateformes en leur disant pour une élection présidentielle, la CNCCEP va apparaître puisqu'elle n'est pas une instance permanente. Merci de vous préparer et d'être prêt à répondre à ces demandes et d'être mis en coordination. Nous assurons aussi ce rôle vis-à-vis de la commission des sondages qui joue un rôle important dans toutes les élections et qui, vous pouvez les voir sur son site web, a déjà commencé à travailler sur les élections municipales et lutter contre la diffusion de faux sondages. En allant de l'avant, nous avons aussi des instruments plus puissants et qui demandent une mobilisation dans la durée. Et je prends l'élection municipale qui vient là comme le début d'un travail qui va devoir s'inscrire dans la durée. Et ce sont tous les travaux qui vont pouvoir être menés grâce au règlement sur les services numériques et grâce au nouveau règlement sur la publicité politique pour mieux comprendre notre espace informationnel. Donc dans ces deux règlements, vous avez une série d'obligations qui vont permettre notamment d'observer toutes les publicités politiques dans un champ très très large pour le règlement publicité politique et toute publicité dans le règlement sur les services numériques, mais pour quelques très grands acteurs. Et je pense que c'est important de bien comprendre à quoi servent ces instruments. Le rôle des régulateurs, c'est d'obtenir que les plateformes créent ces bases de données, qu'elles soient accessibles par tout le monde. Mais pour répondre à votre question, si on s'arrête là, on n'a rien obtenu. Il faut enchaîner avec la deuxième phase qui doit s'organiser dans chaque pays, qui est de dire, mais maintenant, comment est-ce qu'on mobilise nos écosystèmes pour utiliser ces nouvelles sources d'information et caractériser ce qui se passe dans l'espace informationnel. Qui a recours à la publicité politique, là où elle est autorisée au sens européen, elle a une vision beaucoup plus large qu'au sens du droit français, donc il y a une partie qui est qualifiée de politique au droit européen mais qui ne l'est pas en France et donc qui est bien légale en France. Comment est-ce que c'est utilisé? Si la semaine prochaine, quelqu'un utilise un budget de 200 000 € pour faire un ciblage d'une publicité qui vise à avoir un impact sur le débat public, sur une ville en particulier, il est important de le savoir. Si est-ce que c'est pour annoncer l'ouverture d'un nouveau centre commercial? Il n'y a pas de problème. Si c'est pour peser sur le débat public, au moins, on veut le savoir et au moins l'identifier. Et donc ces bases de données, elles vont exister. Au début, elles ne vont pas fonctionner parce que ça se construit de la donnée. Il va falloir les rodé, mais la question est qui finance les travaux des chercheurs. Dans toutes nos grandes universités, nous avons des centres de recherche sur la vie politique qui doivent se saisir de ces nouveaux instruments. Mais
est-ce qu'on leur envoie les bonnes incitations? Est-ce que les financements sont là? La société civile peut jouer un rôle. Les grandes fondations politiques peuvent jouer un rôle. Est-ce qu'elles sont mobilisées? Comment est-ce qu'on les mobilise pour utiliser ces instruments, les faire fonctionner dans la durée et au-delà des élections? Parce qu'on voit, et c'est ça qu'on a appris en Roumanie aussi, c'est qu'il y a une utilisation de la publicité qui permet de créer une audience artificielle et après d'essayer d'aller sur une viralité naturelle. Mais donc surveiller la publicité est extrêmement important parce que la publicité peut être ciblée. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Paul Hébert de la CNIL. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie d'avoir invité la CNIL à cette table ronde. Je vais vous donner quelques éléments du point de vue de la CNIL. Pardon, vous m'entendez là? Pardon, excusez-moi. Donc, je vais vous donner quelques éléments du point de vue de la CNIL sur ces manipulations et ces ingérences qui, comme ça a été rappelé, constituent un enjeu majeur. Alors, excusez-moi si ça marche pas, ma voix porte vraiment pas, j'en suis désolé. Alors, peut-être que là, ça va mieux marcher. Donc, je disais que les manipulations, ça a été rappelé, constituent vraiment un enjeu majeur, ça a été dit. Je reviens peut-être sur le ciblage, qui est quelque chose d'important, le ciblage personnalisé, qui a rendu possible par le traitement massif des données à caractère personnel. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, l'affaire Cambridge Analytica. Nous savons combien cette affaire de ciblage a posé des problèmes et les citoyens reçoivent maintenant des messages politiques qui sont un peu sur mesure en fonction de leur goût, de leur comportement, ce qui ne va pas sans soulever de problème. Alors, ce ciblage, quand il est opaque et excessif, ça pose bien évidemment des sujets en termes de vie privée pour la CNIL, mais pas seulement, également des problèmes en termes de sincérité des débats, comme ça a été souligné. S'ajoute à ça, vous l'avez également rappelé, Madame la Présidente, l'intelligence artificielle qui vient accélérer un peu toutes ces problématiques, et notamment l'intelligence artificielle générative qui permet de produire des contenus de manière extrêmement rapide et avec une qualité, je dirais, hors norme. Voilà, donc sur ces travaux, je vous renvoie d'ailleurs aux travaux qui ont été menés par le LINC, qui est le laboratoire d'innovation et de prospective de la CNIL, qui a mené un travail sur l'intelligence artificielle et l'impact sur les élections, qui est assez intéressant avec un point de vue, je dirais, plutôt scientifique et sociologique, plus que juridique. Alors, le rôle de la CNIL dans ce sujet, la CNIL joue un rôle vraiment majeur, bien sûr, en matière de lutte contre les ingérences, mais je souligne d'emblée la CNIL a un rôle qui est, entre guillemets, celui de ses missions, c'est-à-dire qu'il est limité à la protection des données à caractère personnel et à la vie privée des citoyens. Vous l'avez également évoqué, Monsieur le Président, le cadre juridique a beaucoup évolué ces dernières années. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si le nombre de textes ces dernières années a explosé, outre le RGPD que la CNIL applique, je dirais, c'est dans son ADN. Nous avons le règlement sur les services numériques qui a été évoqué, mais aussi le règlement sur la transparence et le ciblage de la publicité politique, qui est un texte très récent, puisqu'il il est entré en application depuis 3 semaines, et le règlement sur l'intelligence artificielle. Donc tous ces textes constituent un cadre juridique qui est nouveau, qui vise vraiment à accroître la transparence et augmenter la responsabilité des acteurs. Et la CNIL, sur ces textes-là, joue un rôle central en matière de protection des données et de surveillance des traitements qui sont mis en œuvre par l'ensemble des acteurs lorsqu'ils touchent à des données à caractère personnel. Donc la CNIL va bien sûr contribuer à appliquer ces textes qui sont, reconnaissant assez complexes, avec les autorités compétentes comme l'ARCOM, bien sûr, pour arriver à une mise en œuvre cohérente. Vous avez souligné dans vos propos introductifs cet aspect-là. C'est un point important pour la CNIL. Il faut que l'application de ce texte soit cohérente et fasse l'objet je dirais, d'une interrégulation assez forte. Je précise que le texte, la difficulté aussi, c'est que ce cadre juridique n'est pas complètement stabilisé, puisqu'on attend encore un certain nombre d'éléments au niveau de la loi pour préciser parfois les compétences de manière plus fine.
Voilà. Rapidement, je vais évoquer quand même le règlement sur la transparence et le ciblage de la publicité politique, puisque c'est un texte qui va introduire des obligations nouvelles pour l'ensemble des acteurs, y compris pour les partis politiques et les candidats. Donc il y aura un impact forcément pour les municipales à venir. Et en particulier, la CNIL est compétente sur les articles 18 et 19 de ce texte, non pas sur tout le texte, mais sur ces deux articles-là, qui prévoient que l'utilisation des techniques de ciblage est autorisée seulement à certaines conditions. Je les évoque très très vite, mais il faut que la collecte des données, par exemple, soit faite auprès de la personne concernée. Il faut avoir obtenu son consentement. Donc ça, c'est assez nouveau. On était dans un mécanisme auparavant qui était plutôt fondé sur le droit d'opposition. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau. Le profilage aussi le profilage qui porte sur des données à caractère sensible, donc des données qui font apparaître notamment la prétendue origine raciale ou religieuse ou l'état de santé, ce profilage-là est interdit. C'est d'ailleurs comme la même chose pour le DSA. Et enfin, que ça a été souligné par l'ARCOM, il va y avoir un mécanisme d'information qui sera important, de tenue de registre qu'il faudra vérifier, où on aura un certain nombre d'informations sur ces campagnes de ciblage. Et donc les autorités pourront accéder à ces informations. Alors, face à ce nouveau cadre juridique, vous l'avez souligné, c'est important de pouvoir contrôler en amont et sensibiliser en amont l'ensemble des acteurs. Et là-dessus, la CNIL a mis en place un plan d'action qui, je dirais, est articulé autour de deux axes. Le premier, c'est informer, bien sûr, et accompagner les différents acteurs concernés. La CNIL a notamment publié le 21 octobre dernier 6 fiches pratiques destinées à l'ensemble des acteurs et notamment aux candidats et aux partis politiques. Ça a été fait d'ailleurs après consultation de ces partis politiques et après concertation avec l'ARCOM. Et ces fiches viennent clarifier un peu clarifier les règles applicables par ce règlement et donner les bonnes pratiques et aussi les pratiques interdites. Donc c'est vraiment, je dirais, des fiches qui visent à sensibiliser les différents acteurs. Et ces fiches, d'ailleurs, qui visent à sensibiliser les élus, seront présentées lors du Salon des maires. Je ne rentre pas dans le détail, mais on mènera un certain nombre d'actions avec l'Association des maires de France et notre partenariat que nous avons avec la Revue des maires de France. Voilà, la sensibilisation, elle porte aussi, ça a été évoqué, mais je le souligne, c'est important, sur la cybersécurité. C'est un point assez essentiel. Et je souligne que la CNIL, depuis déjà un certain nombre d'années, le guide a été mis à jour, fait un guide avec cybermalveillance sur les risques cyber et les obligations cyber des collectivités territoriales. Donc c'est un élément important sur le sujet qui vous intéresse. Enfin, deuxième axe, c'est le contrôle, bien sûr, le contrôle et le cas échéant des sanctions, si cela s'avère nécessaire. Et là-dessus, je peux dire que la CNIL, depuis déjà un certain nombre d'années, presque 10 ans, déploie un observatoire des élections à chaque élection. Cet observatoire que la CNIL anime permet de recueillir des signalements. Les signalements, donc, c'est un peu différent des plaintes, mais de l'ensemble des citoyens via un formulaire dédié. Et qui permet en fait à la CNIL d'identifier assez rapidement les pratiques qui ne sont pas conformes sur le terrain. Donc c'est un outil qui est assez précieux pour la CNIL et ça permet aussi de cibler éventuellement le cas échéant des contrôles. Voilà, pour vous donner quelques chiffres, lors des élections européennes, en 2024, la CNIL avait reçu 167 signalements, dont 146 qui concernaient des opérations de prospection par SMS. Donc à l'époque, il n'y avait pas non plus le nouveau règlement européen. Et on avait enregistré 12 plaintes et prononcé 4 rappels à la loi. Lors des législatives anticipées, la période était beaucoup plus courte. Le volume des signalements était par contre nettement plus fort, 462 signalements. Donc une hausse de 60% et 42 plaintes qui ont donné lieu à 4 contrôles et des procédures qui sont toujours en cours. Voilà, donc ces chiffres ces chiffres traduisent la mobilisation croissante à la fois des électeurs qui nous remontent des éléments et bien sûr la vigilance de la CNIL. Voilà, donc dans ce contexte marqué par l'essor de l'intelligence artificielle et les nouvelles formes de manipulation, la CNIL en tout cas entend assumer son rôle qui est le sien et protéger les données à caractère personnel des citoyens. Je vous remercie. Merci. Et enfin, Laurent Cordonnier, qui est directeur de la recherche de la Fondation Descartes.
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, nous le savons tous, ça a été abondamment évoqué, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un lieu d'information et d'expression pour une partie de nos concitoyens. C'est également devenu un des lieux du débat public. Ils permettent à tout un chacun d'exposer publiquement et librement ses opinions et ses idées, d'y être exposé à des opinions et des idées différentes et d'en débattre. En cela, les réseaux sociaux auraient dû même constituer un formidable outil démocratique. Pourtant, en raison notamment de leur logique d'éditorialisation algorithmique de l'actualité et des opinions, basée sur la seule captation de l'attention, les réseaux sociaux se transforment bien souvent en machines de mésinformation et de polarisation. Sur quantité de sujets d'actualité, leurs utilisateurs sont surexposés aux points de vue les plus extrêmes et à des informations erronées, partielles ou trompeuses, ainsi qu'à des fils d'actualité hyper partisans. Et en l'état actuel de leur fonctionnement, les réseaux sociaux constituent également un canal idéal pour des tentatives de manipulation des opinions, tant d'origine interne qu'extérieure. Cela a été abondamment démontré sur des sujets tels que le dérèglement climatique, par exemple. Des armées de faux comptes, plus ou moins automatisées et robotisées, sont utilisées pour diffuser très massivement des informations fausses et pour entretenir le doute sur la réalité du changement climatique anthropique. Et plus généralement, Viginum met régulièrement au jour des campagnes d'ingérence informationnelle étrangère dans les espaces numériques français. Alors, si l'existence de telles campagnes visant à manipuler les représentations et les opinions des Français ne fait aujourd'hui plus aucun doute, ce que l'on sait moins, c'est la nature et l'ampleur exacte de leurs effets réels sur la population. Et puisque vous évoquiez le cas roumain, Madame la Présidente, par exemple, dans ce cas-là, ou dans celui de Cambridge Analytica, il est très difficile d'estimer l'impact que ces campagnes ont pu avoir en termes de vote sonnant et trébuchant, j'aurais envie de dire. Comment, par exemple, en Roumanie, imaginer qu'une campagne aussi massive et intelligente, j'ai envie de dire, fut-elle, ait pu permettre à un candidat de passer de quelques pourcents à 25% à elle seule? C'est très difficile à imaginer. Sur les cas plus anciens, comme celui de Cambridge Analytica, pour vous donner un peu une idée de la difficulté d'estimer les effets réels de ce genre de campagne, on n'a aujourd'hui aucun consensus au sein de la communauté scientifique sur l'impact qu'a eu cette campagne. On ne sait pas dire aujourd'hui si et dans quelle mesure ça a influencé le vote. Les études sont nombreuses sur le cas. Je vous invite à lire la littérature scientifique pléthorique sur la question. Et les conclusions sont autant diverses que le nombre d'articles qui sont publiés régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Ça veut dire évidemment qu'ils sont difficiles à estimer. Et la difficulté d'estimer ces impacts ne vient pas de nulle part. C'est effectivement le comportement électoral est un comportement aux paramètres multiples. L'information, voire la mésinformation et désinformation, fait partie des paramètres qui rentrent dans le jeu. Et il est très difficile de distinguer lequel de ces paramètres peut influencer sur le comportement électoral final d'une personne. Et de plus, la recherche a montré qu'il n'existe pas un lien mécanique, bien heureusement, et on le sait tous, entre le fait d'être exposé à un message trompeur et le fait d'y croire. De très nombreux facteurs socio-cognitifs peuvent rendre les individus plus ou moins perméables ou au contraire plus ou moins résilients face aux informations trompeuses ou manipulatoires. Et un facteur important est celui des connaissances préalables qu'ont les individus sur le sujet concerné. Il se trouve que dans leur ensemble, les Français s'informent encore très majoritairement hors des réseaux sociaux via les médias traditionnels aujourd'hui. Et même au sein de populations plus jeunes. Par exemple, le Clémis-Sup a publié l'année dernière une étude où il montrait que le premier canal d'information sur l'actualité des lycéens demeurait le journal de 20 heures. Alors ça peut nous paraître surprenant parce qu'on a une conception de jeunes collés uniquement à leur smartphone, mais il ne faut pas oublier que les lycéens vivent pour la plupart d'entre eux chez leurs parents et donc regardent les 20 heures avec leurs parents. Le 20 heures, les trois principaux 20 heures, c'est tous les soirs en France, un peu moins de 10 millions de personnes qui les regardent. Juste ces plages horaires-là d'information, sans compter les matinales, etc., etc. Vous imaginez l'impact en fait des médias traditionnels encore aujourd'hui sur la population française. Cela fait que les Français sont très certainement davantage exposés sur bien des sujets à des informations globalement fiables qu'à de la mésinformation, et c'est bien heureux. Là où les campagnes de manipulation deviennent le plus dangereuses en quelque sorte, c'est lorsqu'elles parviennent à s'infiltrer dans les médias traditionnels. En effet, les Français, et les études le montrent, font bien davantage confiance aux médias traditionnels qu'aux réseaux sociaux sur les questions d'actualité. Peut-être que cela évoluera, mais pour l'instant, c'est encore le cas.
Et ils sont bien davantage exposés aux médias traditionnels qu'aux réseaux sociaux. Donc le problème réellement se produit lorsque des campagnes d'ingérence informationnelle ou des campagnes de manipulation parviennent à passer le filtre du gatekeeping des médias traditionnels. Parce que là, leur force de frappe devient immense. On peut évoquer le cas des punaises de lit, hein, cette affaire à la veille des JO. On voit bien que cette affaire a traîné sur les réseaux sociaux avant d'être exposée dans les médias traditionnels. Et c'est leur exposition qui a eu un effet vraiment massif sur la population. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais personnellement, je n'osais plus m'asseoir dans le métro de peur de ramener des punaises de lit chez moi. Et évidemment que se sont greffés sur cette histoire toutes sortes d'autres sujets de polarisation. C'est pourquoi il est important, à mon avis, d'aider les médias à ne pas devenir les relais involontaires de campagnes de manipulation. Et donc, c'est peut-être ce que peut permettre d'amener certaines initiatives de la société civile, telles que la Fondation Descartes que je représente aujourd'hui, avec des initiatives qui nous permettent, c'est un projet qu'on est en train de développer, qui est déjà bien avancé, qui nous permet de observer au quotidien les nouveaux récits qui émergent sur les réseaux sociaux et de détecter très rapidement si ces nouveaux récits sont poussés de manière artificielle. Car c'est vraiment là qu'ils deviennent problématiques en perturbant le débat démocratique. C'est lorsque tout à coup des comptes commencent à être automatisés, etc., pour pousser un récit qui n'aurait pas eu autrement de visibilité sur les réseaux sociaux. Si on parvient à détecter très rapidement l'émergence de ces nouveaux récits, sans se prononcer d'ailleurs sur leur véracité ou non, la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou non, la question c'est de savoir s'ils sont poussés de manière artificielle et donc viennent fausser les règles du jeu du débat démocratique. Si c'est le cas, le projet que nous portons au sein de la Fondation, l'un des projets consiste à ce moment-là à adresser une alerte aux médias en leur disant attention, ce récit qui commence à circuler et à se diffuser sur les réseaux sociaux est poussé de manière artificielle. Faites, médias, de cette information qu'on vous communique ce que vous voulez, mais sachez qu'il y a probablement une tentative inauthentique derrière ce récit. Et donc, ça, c'est probablement un des rôles que peut avoir la société civile, peut-être plus facilement que des structures étatiques, j'ai envie de dire, parce que, bien évidemment, qu'il est difficile pour des structures étatiques de s'adresser aux médias en leur disant « attention, il ne faut peut-être pas parler de ceci ou de cela ». On comprend bien que ça peut être un sujet sensible. Un autre sujet sur lequel la société civile peut contribuer à lutter contre ces menaces informationnelles, particulièrement en période électorale, mais pas uniquement, c'est évidemment dans cette tentative de mesure d'impact des ingérences. Parce qu'on est un peu pris entre deux dangers. Le premier danger, celui qu'on évoque tous ici et qui est très important, c'est celui de la sous-réaction face à ces campagnes de déstabilisation, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais le second danger serait celui d'une surréaction qui viendrait abîmer la démocratie au moment même où on cherche à la protéger, et notamment en venant réduire de trop, en fait, la liberté d'expression de nos concitoyens sur les réseaux sociaux. Et je pense que ces facteurs-là pourraient avoir un effet boomerang d'autant plus grave que certaines de ces attaques-là. Mais encore une fois, il ne s'agit pas pour moi du tout de nier ni l'existence, bien entendu, ni le danger potentiel de ces campagnes, mais d'insister sur le fait qu'il nous faut être capable de mieux estimer leurs impacts réels, dans quelles conditions leurs impacts portent, dans quelles conditions on peut les laisser filer parce qu'elles n'ont pas d'impact. Merci beaucoup, merci à nos intervenants. Je me permets de rebondir d'ailleurs sur les propos de M. Cordonnier. Il est intéressant que vous disiez qu'il était assez compliqué dans l'élection roumaine de savoir quel était l'impact de la campagne qui a été menée sur les réseaux sociaux. Et nous avons un candidat qui est passé d'une estimation de 1% dans les sondages à 4 semaines de l'élection jusqu'à 23% des résultats, sans avoir déclaré jamais aucun compte de campagne, aucune somme, aucun budget de compte de campagne, et qui a uniquement fait campagne sur TikTok. Et la Cour constitutionnelle avait donc estimé que sans doute l'intégrité du scrutin avait été atteinte, mais il est vrai que le lien n'est pas toujours simple à faire, hein, effectivement, et je crois que vous avez raison aussi de souligner que nous ne devons pas tomber dans l'excès. La liberté d'expression est une des libertés premières. Et le fait d'exprimer un désaccord ou même une idée stupide ne doit pas tomber sous le coup d'une législation qui serait abusive, me semble-t-il. Ceci étant, je vais laisser la parole à nos collègues et au nom du président Lafont et de moi-même, je vous indique comment nous allons organiser les choses. Donc, nous prendrons une série de 4 questions et je le dis aussi pour les intervenants qui auront à y répondre. Alternativement, entre la commission de la culture et la commission des lois, nous commencerons par la commission des lois.
Et s'il était possible que vous disiez à quel interlocuteur vous vous adressez, si tant est que vous avez déterminé effectivement l'interlocuteur en question, n'hésitez pas à le faire. Je vais donc commencer par passer la parole à Madame Agnès Canaillet. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Moi, je vais m'adresser principalement au ministère de l'Intérieur. Tout d'abord, sur la loi du 25 juillet 2024 sur les ingérences étrangères, dont j'étais rapporteur au Sénat, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a quand même aujourd'hui 0 décret d'application qui ont été pris depuis plus d'1 an, et que non seulement il n'y a pas de décret d'application, mais qu'ensuite, le débat qui devait avoir lieu avant le 25 juin dernier au sein du Parlement sur l'état de la menace n'a pas eu lieu. Or, on voit bien dans les échanges très intéressants que nous avons eus ce matin et qui permettent de nous acculturer à ces risques, qu'il y a une nécessité de faire prendre conscience et d'expliquer quel est l'état réel des menaces en France sur ces ingérences, qu'elles soient numériques, mais pas que, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a d'autres formes d'ingérence. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est ma deuxième casquette, puisque je suis en charge des élections à la ville du Havre, qui est la plus grosse utilisatrice des machines à voter. Je rappelle que les machines à voter, ce sont des machines à voter électroniques et non pas informatiques ni numériques. Elles sont toutes autonomes et qu'elles sont des grosses machines à calculer. Professeur Moutou, vous nous dites qu'il y a un sentiment d'insincérité qu'on entend régulièrement depuis 20 ans que nous utilisons ces machines à voter au Havre, mais qui n'ont jamais été prouvées. L'ANSSI qui nous a jamais prouvé les risques que faisaient courir ces machines à voter. On pensait avoir avancé sur cette question-là, mais patatras, nous avons un nouveau gouvernement. Donc on voudrait savoir quand est-ce que s'il y a une levée du moratoire qui est prévue, parce que c'est vrai que ça a un enjeu sur l'organisation des élections municipales. Catherine Morin-Desailly. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Je ne suis pas très rassurée par ce que vous nous avez dit, à savoir que vous avez conscience qu'il y a beaucoup d'intervenants dans ces questions de traitement des ingérences étrangères et qu'en même temps vous tentez une coordination, mais que pour l'instant vous n'avez pas de réponse. Permettez-moi de m'en étonner parce que rapport après rapport depuis 15 ans au sein de cette Assemblée, nous alertons sur la nécessité pour traiter de la question cyber, car le cyber c'est des attaques multiformes, hybrides, d'un traitement coordonné, pardonnez-moi l'anglicisme, un Chief Technical Officer qui pourrait coordonner à la fois l'information et la formation, mais également la politique industrielle et la protection de nos données les plus sensibles, mais également aiguillonner et veiller à la mise en application de la régulation, principalement, bien sûr, comme on le sait, européenne. Je voudrais quand même rappeler que dans le cadre du débat sécuriser, réguler l'espace numérique, le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et du renforcement de la cybersécurité, notre commission également d'enquête sur les ingérences étrangères, mais également notre commission d'enquête sur la commande publique, le constat a toujours été le même. Donc comment se fait-il qu'on ait pris autant de retard? Par ailleurs, pourriez-vous nous dire où en est la migration des données ultra sensibles du ministère de l'Intérieur et la mise en place de l'outil de traitement des données hétérogènes qui doit remplacer Palantir, comme chacun sait, Palantir est une entreprise américaine et nos données les plus sensibles ne sont pas du tout sécurisées de par les lois extraterritoriales. Ma deuxième question va à Madame la représentante de Viginum, dont le travail est extraordinaire. Je tiens à le saluer depuis 2021 que Viginum a été mis en place. C'est d'ailleurs souligné par la Commission européenne qui veut en faire un modèle pour, dans le cadre de l'application du bouclier démocratique, mettre en place un Viginum européen. D'ailleurs, je crois pouvoir dire, peut-être pouvez-vous en porter témoignage, qu'on fait souvent appel à Viginum dans les pays européens pour préparer, en réalité, dans chacun des États membres, un Viginum particulier. Pourriez-vous nous dire comment pourrait s'effectuer cette mise en réseau nécessaire pour lutter contre les ingérences étrangères? Et enfin, ma dernière question va à l'ARCOM, à Monsieur Loutrel, qui s'occupe de la régulation des plateformes. Les plateformes, c'est des risques sociétaux systémiques, aggravés d'ailleurs par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Considérez-vous que l'actuelle application du règlement sur les services numériques va assez loin? Êtes-vous clairement assez associé
par la Commission européenne, une fois qu'avec les signaleurs de confiance, vous avez alerté sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel réseau, telle ou telle plateforme, que les enquêtes sont déclenchées, combien de temps cela prend? Êtes-vous assez associé? Clairement, avec ma collègue Florence Blatry-Contat, avec laquelle on a fait une évaluation il y a quelque temps, nous pensons que vous ne l'êtes sans doute pas assez. Pourriez-vous nous éclairer? Je vous remercie. Merci. Madame Audrey Linkenheld. Merci, Madame et Monsieur les Présidents. Une première question qui est finalement dans le droit fil de ce qui vient d'être dit par Catherine Morin-Desailly. Il se trouve que j'étais hier et avant-hier pour le Sénat à Bruxelles dans le groupe de contrôle parlementaire conjoint d'Europol et que la question évidemment des cybermenaces y a été très largement évoquée parmi les menaces contre lesquelles il faut lutter à l'échelle européenne, et y compris donc les ingérences étrangères et y compris donc sur les systèmes électoraux. Il a été redit à Europol que la coopération était évidemment indispensable entre États membres. Il a été annoncé également que pour faire face à toutes les menaces, et donc y compris celle-là, les moyens d'Europol devraient être doublés, ce qui est assez considérable et même assez exceptionnel dans un contexte européen où l'heure n'est pas forcément à doubler tous les budgets. Ma première question porte donc là-dessus. Est-ce que vous considérez, alors ma question est peut-être plutôt pour l'intérieur, l'ARCOM et Viginum, mais il n'est pas interdit à nos chercheurs de commenter. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui vous avez les uns et les autres des moyens suffisants pour faire face à ces menaces qui pèsent lourdement sur notre système démocratique? Et ma deuxième question porte plus spécifiquement sur les élections municipales. J'ai été assez étonnée de la différence d'approche, me semble-t-il, sauf à ce que j'ai mal compris, entre le ministère de l'Intérieur et Viginum. Viginum nous dit qu'aucun rendez-vous électoral n'a été épargné, que les rendez-vous électoraux sont particulièrement touchés quand il y a des sujets clivants, quand il y a des enjeux réputationnels, que la question n'est pas de savoir si ou quand, mais quel impact. Et de l'autre côté, le ministère de l'Intérieur nous dit qu'il n'est pas très inquiet pour les élections municipales. Moi, je suis très inquiète pour les élections municipales. Je ne vois pas au nom de quoi elles échapperaient aux critères que Viginum nous a cités. Je pense que les ingérences étrangères peuvent y compris s'appliquer aux élections municipales. Et je pense que par ailleurs, on devrait peut-être ne pas se focaliser que sur les ingérences dites étrangères, mais que tout ça peut très bien se faire par des ingérences nationales. On connaît tous des réseaux, des organisations qui ont envie de peser sur notre démocratie et sur nos élections en se servant des fake news, des systèmes numériques et autres réseaux sociaux. Voilà. Donc, est-ce que vous pourriez revenir sur ce point, s'il vous plaît? Merci. Merci. Nous étions partis sur 4 questions. Nous sommes déjà à 7. Donc, nous allons repasser la parole à nos interlocuteurs pour répondre dans l'ordre peut-être des questions ou effectivement dans l'ordre des thématiques. Alors, on commence par les décrets d'application de Madame Canaillet qui s'inquiétait de ce que ce texte n'avait pas été mis en œuvre. Oui, sur les décrets d'application, on y travaille. On a une direction des libertés publiques et des affaires juridiques qui est devenue depuis quelques années une sorte de secrétariat général bis du gouvernement avec énormément de textes de loi. Nous avons un embouteillage certain, nous essayons d'y faire face et croyez bien que les ministres de l'Intérieur successifs souhaitent que l'on puisse au plus vite sortir les décrets d'application. Beaucoup de ces décrets, naturellement, nécessitent un travail interministériel et vous le savez, ces derniers mois, le contexte politique n'a pas forcément favorisé le travail le plus rapide en la matière, mais on y travaille et on espère pouvoir produire très vite la plupart de ces décrets. Sur les machines à voter, juste pour dire qu'à ce stade, il n'y aura pas de modification et notamment quelques mois avant les élections municipales. J'en profite peut-être pour dérouler parce que j'ai noté les différentes interrogations qui concernaient le ministère de l'Intérieur. Il y a beaucoup d'acteurs, mais beaucoup d'acteurs spécialisés, donc on n'est pas en retard du tout en France dans la lutte contre les ingérences, loin de là.
la mise en place de Viginum donne lieu à un travail très coordonné entre les différents ministères, et notamment les ministères régaliens. Donc je tiens, Madame la sénatrice, à vous rassurer. Nous ne sommes pas en retard, mais nous souhaitons prendre de l'avance et anticiper les nouvelles formes de menaces numériques qui peuvent peser sur la sincérité et l'intégrité des scrutins. Voilà pourquoi on souhaite renforcer encore plus, dans le cadre de la préparation notamment des grandes échéances de 2027, notre coordination interministérielle. Mais aujourd'hui, elle existe. Je pense que c'est un travail d'adaptation et d'évolution continue, et on souhaite ne pas avoir une guerre de retard. Voilà pourquoi on est très présent au niveau européen et qu'on travaille tous services confondus sous la férule du SGDSN pour se montrer encore plus performant. Et vous savez, on est dans un système quand même très hiérarchisé. Des décisions doivent être prises au sommet de l'État. Elles le seront incessamment sous peu. Voilà pourquoi je ne peux pas développer plus en détail notre travail. Sur Europol, juste... on est très attentif à l'évolution de l'institution, les recrutements, le doublement du budget. La position de la France est très claire depuis de nombreux mois. Nous ne souhaitons pas que Europol devienne une agence opérationnelle. Europol est une agence qui doit apporter un soutien logistique et technologique aux forces de police dans les différents pays de l'Europe, mais elle ne doit pas se substituer aux services opérationnels, et nous ne pensons pas que l'inflation de fonctionnaires et d'agents à Europol soit forcément une source d'efficacité. Je ne répondrai pas sur cette question conformément aux dispositions du Code pénal. Monsieur Lautrel. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, question sur est-ce que nous sommes satisfaits de la mise en œuvre du règlement sur les services numériques, notamment dans sa dimension prévention des risques systémiques par les très grandes plateformes? Alors, je pense que c'est vraiment le cœur du règlement sur les services numériques. C'est la disposition qui est sans doute la plus puissante, qui s'applique aux très grandes plateformes, toutes celles auxquelles vous pensez, TikTok, X, YouTube, Instagram, qui leur demande d'évaluer quels sont les risques qu'elles induisent dans nos sociétés, de réduire ces risques, d'avoir des mesures de prévention, de se soumettre à des audits et pour attester de la réalité de leur action. Et il faut boucler le cycle, il faut savoir évaluer la pertinence de ce qui se fait. Et c'est ça le principal enjeu, c'est est-ce qu'aujourd'hui elles ont commencé à le mettre en œuvre? Évidemment, on est collectivement insatisfaits, au sens où les grandes plateformes nous expliquent comment ce qu'elles ont toujours fait volontairement est suffisant. Et donc maintenant, il faut aller être capable de les critiquer, de rentrer dans cette démarche pour dire non, on pense que les risques sont insuffisamment identifiés, que les mesures de réduction ne sont pas satisfaisantes. Et ça, c'est un travail qui est collectif, c'est un travail qui doit être fondé sur une démarche scientifique pour montrer qu'il y a une réalité. Et je rejoins les propos de Laurent Cordonnier sur le fait qu'il faut trouver ce socle scientifique qui permettra aussi d'asseoir un rapport de force respectueux de nos principes démocratiques et donc de ne pas surréagir, qui soit aussi robuste quand la Commission européenne va se retrouver devant les juridictions européennes, parce qu'on a bien compris que ces très grands acteurs ont déjà mobilisé une armée d'avocats pour réagir dès que la Commission européenne va bouger. Donc c'est ça qui est en train d'être construit, et on sent et on partage le sentiment d'impatience, comme tout le monde, de dire on ne va pas assez vite. Mais en fait, on se prépare à une bataille d'ampleur conséquente. Un élément essentiel a eu lieu la semaine dernière. La Commission européenne a publié l'acte délégué qui va permettre d'organiser l'accès des chercheurs aux données des plateformes et aux données non publiques des plateformes. C'est-à-dire qu'un chercheur agréé par l'ARCOM et par nos collègues irlandais avec lesquels on travaille main dans la main va pouvoir demander à accéder à des grands jeux de données justement pour faire ses travaux de contre-expertise, pour pouvoir dire mais non, le travail qui a été fait par Meta n'est pas satisfaisant et sous-estime l'impact de Instagram sur les problèmes d'anorexie des plus jeunes. Non, et c'est ça qu'il va falloir commencer à construire. Et pour cela, il faut armer nos chercheurs, armer nos administrations en donnant accès à ces informations. Et c'est ça qu'on est en train de démarrer. Ça va prendre un peu de temps. Alors,
je ne cache pas non plus que, oui, on insiste auprès de la Commission européenne pour qu'elle partage bien cette information, qu'elle travaille pleinement avec les régulateurs nationaux, et on pense qu'il y a un potentiel plus important de coopération. Alors, il y a un dialogue qui est en train de se faire. La Commission européenne est en train de nous dire aussi, mais nous, on est prêt à agir, on va agir, mais on sent aussi que la réponse va être juridique devant les juridictions, et elle sera politique aussi. Et donc, elle nous dit, est-ce que les États membres sont prêts aussi à soutenir l'action collective? Vous voyez le contexte géopolitique dans lequel nous évoluons et qui a changé depuis le début de l'année 2025, et on sent qu'effectivement, il y aura matière à organiser une réponse politique aussi pour dire que oui, nous voulons que la Commission européenne mette en œuvre le règlement sur les services numériques. Oui, il y a un soutien pour le règlement sur les services numériques en Europe, parce que nous savons bien qu'il y aura une contre-offensive et il faudra être présent aussi à ce moment-là. Et je pense que c'est un rôle important des coordinateurs des services numériques d'arriver à faire partager cette dynamique, à faire construire cette compréhension du règlement, parce que on a bien compris que le rapport de force va être violent. Ce qui m'amène à la deuxième question sur les financements. Alors, je ne cache pas qu'il est important de financer les régulateurs, et nous remercions le Sénat pour le soutien qu'il apporte depuis longtemps à l'Arcom. Il y a un enjeu particulier avec le règlement sur la publicité politique qui est particulièrement complexe, effectivement, et va amener l'Arcom à aller travailler avec des acteurs, toute une famille d'acteurs qu'elle ne connaissait pas du tout, tous les acteurs du monde de la publicité numérique, tous les émetteurs de publicité politique, et donc aller travailler avec les lobbies, les partis politiques, les candidats. Donc ça demande aussi, là aussi, de mettre en place des équipes nouvelles. Mais je reviens sur le point très important. Pour beaucoup, ce règlement vise à rendre accessibles toutes les publicités politiques, à rendre accessible, comme dans le RSN, pour quelques plateformes, on a accès à toutes les publicités, qu'elles soient politiques ou non. Le rôle du régulateur s'arrête là. Mais la valeur de la politique publique, on n'a pas de valeur de politique publique si on s'arrête là. Il faut organiser le financement des acteurs qui vont se saisir de ces données pour essayer de comprendre que se passe-t-il, qui influence. Quand vous avez construit les bases de données et que vous avez toutes les publicités dedans, vous n'avez pas construit l'observatoire du ciblage géographique. L'observatoire du ciblage géographique, il faut qu'il y ait une équipe de chercheurs, une association, un centre de recherche dans une université qui disent je vais exploiter ces données et je vais essayer de comprendre qui essaye d'influencer la dynamique politique dans cette géographie, ou qui essaye d'influencer la dynamique politique sur telle thématique, où ça sera les médias. Mais on en revient aussi à quelles sont les conditions économiques dans lesquelles se font aujourd'hui les médias. Il faut financer les médias de service public, il faut veiller au modèle économique des médias privés qui s'érode et qui est toujours plus difficile. Et aujourd'hui, il y a besoin de nouvelles politiques pour accompagner et permettre à notre écosystème informationnel de rentrer pleinement dans l'ère numérique. Merci beaucoup. Madame Divert, il y avait les questions notamment sur est-ce qu'il y a une différence entre élection locale et élection nationale ? Et puis, la différence aussi entre ingérence nationale ou influence nationale et ingérence extérieure. Est-ce que on a eu l'impression à travers certains de vos propos, alors pour Viginum c'est dans ses responsabilités, mais que c'était très ciblé ingérence extérieure. Est-ce qu'il n'y a pas un angle d'attaque justement par des ingérences plutôt nationales ? Oui, effectivement, il y a beaucoup de termes en fait différents qui ont été évoqués ce matin dans les questions et dans les propos de mes collègues. Effectivement, il y a différentes menaces en vérité qui pèsent sur les scrutins. Si on parle de l'ingérence étrangère classique, effectivement, des attaques contre les bureaux de vote, des attaques cyber. Le mandat et le champ de compétences qui relèvent du SGDSN et de Viginum, c'est effectivement l'ingérence numérique étrangère, qui en fait est définie de manière très précise et technique, qui en fait en reprenant l'avis du Conseil constitutionnel des lois du 22 décembre 2018 sur le fait que ce soit donc un contenu manifestement inexact ou trompeur qui est diffusé par des moyens artificiels et automatisés qu'on peut qualifier d'inauthentiques pour faire écho à ce qu'évoquait Monsieur Cordonnier, qui implique de façon directe ou indirecte un acteur étranger qui soit étatique ou non étatique et qui vise à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc face à cette menace, effectivement, qui est une menace précise, objective, une gouvernance existe, notamment en contexte électoral. Elle s'adapte en intégrant l'Arcom et, comme le disait Monsieur le Secrétaire général, elle est probablement amenée à se renforcer
au vu des enjeux auxquels nous faisons face. Mais effectivement, d'autres menaces existent qui ne sont pas du champ de compétences du SGDSN ou de Viginum et effectivement peuvent amener davantage de coordination renforcée auprès des différentes structures, notamment au sein du ministère de l'Intérieur. Excusez-moi, mais ça veut dire que sur cet aspect-là, tous les travaux de coordination interministérielle portent sur les menaces extérieures? Absolument. Il n'y a rien qui existe sur les menaces intérieures? Alors, mais ça relève du champ de compétences du ministère de l'Intérieur et de la DGSI. Alors, juste pour revenir sur la terminologie, effectivement, quand le ministère de l'Intérieur parle de l'état de la menace, il fait référence à l'existence d'éléments matérialisés nous permettant très clairement d'identifier des menaces et leurs auteurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque d'intrusion ou de dénaturation du débat public sur les réseaux sociaux au moment des élections municipales. Je dis que l'état de la menace tel qu'il est aujourd'hui identifié par les différents services de renseignement nous laisse penser que c'est une petite nuance. Pour le reste, on ne parle pas d'ingérence lorsque la menace n'est pas de nature d'origine étrangère. Il y a effectivement des associations, des partis politiques, des groupements de faits qui, sur les réseaux sociaux, se livrent à la publication de fake news et nous les traitons par le biais de la loi pénale. Il n'y a pas de contrôle, fort heureusement, systématique des publications dès lors qu'elles ne constituent pas des infractions au regard de la loi pénale. Pour poursuivre, effectivement, pour faire écho à une des questions, effectivement, la menace, et je l'ai évoqué en fait, hein, elle se porte tout particulièrement sur les grands rendez-vous démocratiques, même si elle est en vérité permanente. Et à ce titre, les élections municipales font l'objet d'ores et déjà de tentatives de déstabilisation d'origine étrangère. J'évoquais tout à l'heure des portails d'information créés notamment par intelligence artificielle. En l'espèce, donc, il s'agit d'une opération qui est affiliée à des acteurs que nous connaissons bien, affiliée au dispositif pro-russe Storm 1516, affiliée aussi à un réseau qui s'appelle Copycop, qui a généré récemment plusieurs centaines de sites par intelligence artificielle qui, pour un tiers d'entre eux, usurpent l'identité de médias régionaux et qui visent justement à diffuser des récits alternatifs dans l'opinion. Donc j'appuie tout à fait le fait que les élections municipales seront visées. Et en fait, nous préparons d'ores et déjà les élections municipales avec nos partenaires administratifs et interministériels, nationaux et locaux. Juste pour compléter quelques points rapidement sur ce qui a été évoqué sur les autres questions, outre le dispositif de protection, vous évoquiez également l'existence d'un arsenal législatif qui existe. À notre sens, aujourd'hui, l'enjeu est plutôt d'activer d'ores et déjà les leviers existants plutôt que de créer de nouveaux instruments. Et enfin, sur la question de la collaboration européenne et internationale, en fait, effectivement, aujourd'hui, donc Viginum et la France est quand même fer de lance de ce sujet de la lutte contre les ingérences numériques étrangères à l'échelle européenne. Nous avons un homologue qui est en Suède, qui est l'agence de défense psychologique suédoise. Nous avons 2 modèles à l'échelle européenne qui sont effectivement cités en exemple par la Commission européenne dans le cadre des réflexions sur le bouclier démocratique européen. Aujourd'hui, nous agissons à l'échelle européenne à 2 niveaux. À la fois au niveau multilatéral, et nous faisons partie du réseau de coopération interne qu'évoquait le secrétaire général, le RAS, le Rapid Alert System, pour remonter, notamment dans le cadre électoral, mais pas que, des alertes et des détections à nos partenaires européens. Également pour travailler avec eux sur en fait, l'élaboration d'une grammaire commune. Parce qu'à l'instar du domaine militaire ou de la défense, le sujet de l'interopérabilité dans la coopération internationale sur la lutte contre les ingérences numériques étrangères est clé. Et notre coopération à l'échelle multilatérale ou en bilatérale avec des pays vise aussi à faire en sorte que nous puissions partager nos méthodes, partager nos approches conceptuelles, nos outils
pour, in fine, avoir une coopération qui soit plus efficace. Par ailleurs, nous travaillons aussi avec la Commission européenne en contribuant avec l'ARCOM aux enquêtes de la Commission européenne qui visent les différentes plateformes pour documenter les manquements des plateformes en matière d'insuffisante protection contre ces ingérences numériques étrangères. Et comme cela a été évoqué, aujourd'hui, nous avons un certain nombre de relations bilatérales avec d'autres pays européens et non européens pour les aider à développer des capacités similaires à Viginum, ou en tout cas à avoir des échanges techniques et opérationnels pour faciliter la montée en compétences collectives. Peut-être juste pour aussi en réactif sur 2 points que j'aimerais compléter par rapport à ce qui concerne le règlement relatif à la transparence et au ciblage de la publicité politique. En réaction en fait à la mise en œuvre de cette réglementation, nous avons observé certains acteurs, notamment Google et Meta, qui ont annoncé interdire purement et simplement la publicité politique sur leurs services dans l'Union européenne. Cette annonce a, selon nous, entraîné une opacité encore plus importante, puisqu'en fait, elle s'est en plus accompagnée du retrait de l'ensemble de l'historique des publicités politiques sur les ads library, donc les bibliothèques publicitaires, qui sont des obligations au titre du DSA, de ces 2 plateformes. Par ailleurs, nous avons déjà identifié depuis le 10 octobre des acteurs étrangers qui contournent en fait ces interdictions, tout simplement en labellisant leur publicité comme étant non politique. Et donc, par ce biais, en fait, elles sont capables d'être diffusées sans être modérées par les fournisseurs. Et donc, c'est un point important que je voulais souligner. Finalement, cette évolution se traduit par davantage d'opacité et en plus de vulnérabilité de notre point de vue sur le plan des plateformes. Et enfin, effectivement, sur le plan des médias, je ne peux qu'appuyer ce qu'a évoqué Monsieur Loutrel sur le fait que les médias d'information, je préfère parler médias d'information que de médias traditionnels, sont un pilier de notre souveraineté, notre résilience démocratique, et ce qui fait probablement que nous avons mieux résisté juste là que d'autres pays comme la Roumanie, et probablement du fait de la force de cette information, de ces acteurs d'information de qualité que nous devons préserver, puisque leur modèle économique est sous pression depuis de nombreuses années. Et un des enjeux aujourd'hui est aussi d'assurer la visibilité de leur contenu au sein des algorithmes des plateformes, à l'heure où les plateformes accroissent encore leur mainmise sur les flux d'informations en devenant des portes d'entrée vers les outils d'IA génératifs. Monsieur Cordonnier. Un très rapide point, juste pour préciser que la frontière entre manipulation intérieure et extérieure est souvent très très poreuse en réalité. Ce qu'on observe dans les faits, c'est que des acteurs intérieurs reprennent des messages de campagne d'ingérence extérieure, et c'est ça qui leur confère une visibilité, parce que ces acteurs intérieurs ont déjà une visibilité sur les réseaux sociaux, et d'autres acteurs intérieurs eux-mêmes vont activement chercher des messages, des récits à l'étranger pour les importer, parce qu'en fait c'est leur fonds de commerce et c'est ce qu'attend leur public. Et donc c'est comme ça que en quelque sorte, ils troquent de la visibilité contre le fait de passer un message pour une puissance étrangère. Il n'est pas exclu que dans un certain nombre de cas, ils soient également rémunérés pour le faire, mais ça, c'est impossible pour nous de le dire, du moins. Merci. Nous allons passer à une nouvelle série de questions. Madame Olivia Richard, pour commencer. Merci Madame le Président. Merci à nos 2 présidents pour l'organisation de cette table ronde. Merci à tous les intervenants. C'est absolument passionnant. Sénatrice des Français établis hors de France, je regrette un tout petit peu que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ne soit pas présent, car son engagement contre les ingérences étrangères, notamment dans nos processus électoraux, est réel, à travers la cellule Riposte du Quai d'Orsay, et également j'ai noté l'initiative avec beaucoup d'intérêt de Jean-Noël Barrot, notre ministre, qui a lancé la réserve diplomatique, qui lui a permis d'inciter nos concitoyens partout dans le monde à s'engager pour aider à la détection de messages mensongers et à organiser une réponse la plus proche du terrain possible. Donc je voulais signaler cette initiative, dire par ailleurs que les Français établis hors de France sont des précurseurs s'agissant d'un grand nombre de chantiers de dématérialisation à l'étranger, et notamment le vote par Internet, car depuis 2003, les Français de l'étranger peuvent élire leurs élus locaux par ce biais, notamment, et depuis une ordonnance de 2009, leurs députés, qui ont été élus pour la première fois en 2012, peuvent également être élus par Internet, notamment.
Et donc, j'en viens à ma question. Dans ce contexte d'organisation de scrutins français à l'étranger, et notamment en partie pour une partie de ces scrutins par Internet, comment assure-t-on la sincérité de ces élections? Sont-elles particulièrement menacées? Et y a-t-il une réponse appropriée? Merci. Sylvie Robert. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Merci de vos interventions. Cette table ronde me renvoie aux travaux que nous avons menés il y a 1 an dans le cadre de la commission d'enquête sur les influences étrangères malveillantes et qui dessinait un constat que finalement, sur certains points, nous continuons de partager, qui est que la menace est grandissante, qu'il y a toujours et encore apparemment une absence de coordination entre les différents services interministériels. Nous pointions l'absence de stratégie globale et que la question des médias, singulièrement des médias traditionnels et des médias de proximité, allait jouer un rôle capital dans les années à venir. Si je fais ce constat, c'est que dans un des piliers de la stratégie que nous dessinions et que nous avons aussi évoqué beaucoup en commission culture ici, c'est la question de la résilience citoyenne à travers un chantier que nous continuons de défendre, qui est la question de l'éducation aux médias et à l'information. Nous ne cessons depuis des années de dire que dans notre pays, cette question est maltraitée, voire malmenée, parce qu'elle ne fait pas l'objet d'une stratégie offensive de politique publique. Alors nous aurions pu inviter peut-être le ministre de l'Europe, mais aussi le ministre de l'Éducation nationale. Et si nous avons conscience aujourd'hui que face à cette réalité que vous avez tous décrite d'une façon extrêmement précise, nous avons cette responsabilité qui est certes, et en toute lucidité, je le sais, un investissement de long terme. Ça n'est pas une réponse immédiate, mais c'est pour, à l'instar de ce que fait la Finlande, qui a encore musclé sa politique en la matière, finalement on va dire, dans notre société démocratique, parce que ce sont les démocraties qui sont là aussi déstabilisées, de créer ces petites vigies démocratiques. Vous l'avez dit, Madame la Présidente de la Commission des lois, c'est la question du sens critique. Et je crois que si ce chantier-là, aujourd'hui, n'est pas suffisamment pris en compte, nous avons le ministre de l'Éducation nationale cet après-midi en audition, vous êtes tous là à nous dire que c'est un chantier d'une importance majeure. Donc je voulais aussi vous demander si, dans la période actuelle, cette question-là, qui n'est pas très difficile à mettre en place. Quand je vois ce qui se passe en Finlande, certes, il y a une question de formation des enseignants, mais quand on voit que c'est l'ensemble des enseignants qui, à travers la transversalité de leur engagement, je pense aux profs de maths, sur la question des statistiques qui peuvent être complètement, là aussi, manipulées ou spécieuses. Tout ça est enseigné dès le plus jeune âge. Donc je voulais encore redire combien ce chantier de l'éducation aux médias et à l'information maintenant devient capital. Et en contrepoint, et je terminerai là, nous avions dans les recommandations de la commission d'enquête à laquelle nous avons été, certaines, je pense à Catherine, nous étions toutes les deux au sein de cette commission d'enquête, nous avions aussi fait une recommandation avec Viginum, et je trouve que vous jouez vraiment un rôle là aussi capital, d'action de sensibilisation et de formation à l'intention d'autres acteurs, parce que les adultes sont là aussi pour jouer ces vigies démocratiques, des acteurs privés notamment. Est-ce qu'aujourd'hui vous en avez les moyens? Est-ce que ce sont des missions qui peuvent être déployées dans d'autres opérateurs, on va dire organismes de l'État? Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a urgence. Je vous remercie. Merci. Monsieur Michel Masset. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, j'avais une question qui est dans le sens de la dernière interlocutrice pour souligner les chantiers nécessaires pour appréhender beaucoup mieux les informations provenant des médias. Alors, je modifie un petit peu, une question donc à la Fondation Descartes. Tout à l'heure, vous avez souligné, j'aimerais bien connaître votre avis sur quels seraient les outils qui permettraient de mesurer précisément les impacts. Alors, on a des ressentis, mais est-ce qu'on pourrait avoir des outils beaucoup plus précis, assez rapidement, de façon à pouvoir mieux connaître
ces fameux impacts sur l'opinion publique française ou européenne. Et une deuxième question pour Viginum. À partir de quel moment, quels sont les premiers signaux, finalement, même aussi faibles soient-ils, qui vous permettent d'identifier une campagne de désinformation ou d'ingérence avant qu'elle prenne de l'ampleur? Quels sont les premiers signaux, quelque part? Sonia de la Provoté. Oui, merci beaucoup. Moi, je souhaitais également réagir sur l'éducation aux médias et à l'information pour savoir où on en était de l'organisation des programmes scolaires sur ce sujet. Est-ce qu'il est prévu une antériorité d'éducation sur ces sujets avant le collège? Parce que je sais qu'on a ciblé le collège en 4e, mais en réalité, l'accès au numérique et aux réseaux sociaux est bien plus démarré à un âge bien plus jeune, et donc il y a quand même une nécessité de traiter cette question. Et ma deuxième question est une réaction à cette fameuse surréaction et au risque d'abîmer la démocratie, parce qu'en fait il y a un écueil, la ligne est assez ténue entre faire bien et mal faire sur ce sujet-là. Notamment on a évoqué l'histoire des avatars, qu'il faut, et en réalité les avatars protègent dans certains pays et protègent aussi en quelque sorte la démocratie, en tout cas une voie alternative. Et ma question c'est, est-ce que on pourrait de façon collégiale structurer une équipe capable d'avoir un avis circonstancié et non finalement faire reposer l'avis technique sur ces questions de manipulation des informations, sur ce qui serait l'équivalent d'une Pravda dans notre pays. Je caricature à plaisir évidemment, mais le sujet est un peu celui-là, c'est comment on s'organise pour que l'interministériel et que la collégialité apporte la réponse et non on repose sur l'avis de quelques-uns, semant le doute d'ailleurs sur la qualité de la vie. Alors, je crois que nous avons suffisamment de questions pour l'instant. Qui commence à répondre? Je vois que Madame Divert pour Viginum. Je vais commencer par répondre sur le sujet de, effectivement, l'impératif de sensibilisation et d'éducation de l'ensemble des publics, même si on parle beaucoup des jeunes, mais l'ensemble des publics, en vérité, doivent être sensibilisés à ces enjeux, pour notamment vous partager le fait que nous avons été dotés récemment de moyens supplémentaires pour pouvoir lancer à la fin de l'année 2025, et nous sommes d'ores et déjà en train de la préfigurer depuis plusieurs mois, une académie de la lutte contre les manipulations de l'information, puisque si notre rôle, depuis notre création, était majoritairement en effet basé sur l'investigation opérationnelle et la coordination interministérielle auprès du SGDSN sur ces travaux, nous jouons dans les faits un rôle de sensibilisation actif depuis plusieurs années à l'égard de différents publics, qu'il s'agisse d'administration, d'acteurs privés, mais aussi d'acteurs de la société civile. Donc à ce titre, en fait, l'Académie de la LMI, elle aura 3 missions. La première mission, ça va être d'informer plus largement l'ensemble des publics sur les risques en fait de ces opérations d'ingérence numérique étrangère, en rappelant justement les bonnes pratiques dès lors qu'on navigue sur Internet. Aujourd'hui, notre communication, elle est majoritairement sur nos rapports qui sont assez techniques. Donc l'enjeu va être de vulgariser et de partager cette matière au plus grand nombre pour sensibiliser davantage d'audiences peut-être moins expertes. La deuxième mission sera d'éduquer et de sensibiliser. À ce titre, ça fait déjà 1 an que nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale pour développer des ressources pédagogiques à destination des élèves et des professeurs. Depuis la rentrée du mois de septembre, nous avons intégré dans les programmes scolaires, pardonnez-moi, avec la DGESCO, en fait, pour les classes de 4e et de 1e, donc c'est l'ensemble de 2 classes d'âge, en fait, d'adolescents qui seront donc formés à ces sujets, un module sur les ingérences numériques étrangères et le risque cyber. Et enfin, troisièmement, la mission de cette académie de la lutte contre les manipulations de l'information sera aussi de former
Monsieur Cordonnier évoquait à très juste titre l'impératif de collaboration avec la société civile, qui d'ailleurs s'est structurée sur ces sujets et était experte de ces sujets bien avant l'administration. Aujourd'hui, en fait, nous avons un enjeu de pouvoir faire circuler les savoir-faire, les pratiques et les expertises entre l'administration et la société civile. Et c'est ce que nous faisons d'ores et déjà et que nous sommes amenés à faire davantage en, par exemple, créant des ateliers, des modules de formation, par exemple, à destination de journalistes pour partager nos méthodes d'investigation en sources ouvertes qui peuvent les intéresser, ou de travailler davantage avec les chercheurs sur le co-développement d'outils numériques qui vont permettre d'accroître les capacités de détection et d'analyse, notamment avec de l'intelligence artificielle. Donc cette académie de la LMI, elle aura ces 3 missions et elle sera lancée donc à la fin de l'année avec d'ores et déjà plusieurs chantiers qui sont en cours. Par ailleurs, j'aimerais quand même dire un mot sur la question de l'impact, même si en fait, les travaux de la Fondation Descartes sont particulièrement intéressants et pertinents sur cette question, et ce sera très intéressant d'entendre les compléments de ce que M. Cordonnier a déjà indiqué. Effectivement, pour venir en écho des points qui ont été dits dans l'audience et par M. Cordonnier, en vérité, tout le risque est justement de donner de la visibilité à une manœuvre en la dévoilant, qui n'aurait pas eu elle-même de visibilité par ses propres capacités. Et donc, l'appréciation du risque d'impact est très importante pour pouvoir avoir décider quand il est pertinent de communiquer ou pas, pour ne pas créer finalement une empreinte dans l'opinion publique en communiquant sur ces manœuvres qu'elle n'a pas été capable d'obtenir par elle-même. Par ailleurs, nous savons que l'exposition publique et la publication d'articles sur les opérations d'ingérence numérique étrangère peuvent être considérées par les intermédiaires ou les proxys de ces opérations comme un indicateur de succès pour leur permettre d'obtenir davantage de fonds et de moyens de la part de leurs commanditaires. Donc, véritablement, l'enjeu de cette appréciation d'impact est très clair. En fait, aujourd'hui, sur l'impact, il y a 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de consensus aujourd'hui au niveau académique ou scientifique sur l'existence d'un indicateur qui permettrait d'apprécier le risque d'impact d'une opération d'ingérence numérique étrangère. Par ailleurs, ces opérations, elles s'intègrent sur le temps long. Donc, voilà, c'est un peu la pierre qui s'érode. Donc, en fait, c'est difficile même d'apprécier l'impact individuel, mais encore plus d'apprécier l'impact combiné sur le temps long. Jusqu'ici, bien souvent, en fait, on mélange un peu les notions et on confond la notion d'impact avec la notion de visibilité sur les plateformes en ligne, en prenant en compte les likes, les partages, les commentaires, etc., qui sont donc des métriques d'engagement quantitatif, mais au vu justement de la création de faux comptes, etc., on peut douter finalement de leur fiabilité. Et de toute façon, comme M. Cordonnier l'évoquait très justement, on ne parle que de visibilité, pas d'impact. Et pour répondre à cette question qui m'a été évoquée, en vérité, donc Viginum, aujourd'hui, donc sur le périmètre des ingérences numériques étrangères, nous détectons et caractérisons ces opérations très tôt, bien souvent avant même qu'elles n'aient eu le moindre impact. En l'occurrence, par exemple, sur les élections législatives, nous avions détecté, avant même sa promotion sur les réseaux sociaux, la création d'un faux site qui usurpait l'identité d'Ensemble pour la République, qui était complètement faux. Ça, nous l'avons détecté avant même que ce site puisse attirer la moindre audience et soit promu par nos différentes techniques d'investigation. Et en fait, aujourd'hui, donc nous avons développé une méthodologie qui nous est propre, que nous utilisons en interne pour apprécier dès la détection le risque d'impact. C'est-à-dire finalement la probabilité que ces opérations puissent pénétrer des audiences différentes de celles où elles ont été lancées au départ. Pour cela, on s'appuie sur différents outils qui ont été développés par différents chercheurs et différentes organisations internationales que nous avons adaptés, que nous combinons aussi avec notre propre connaissance des différents modes opératoires utilisés par rapport à la sophistication technique de ces modes opératoires, par rapport à la connaissance des acteurs que nous avons, par rapport à la sensibilité du sujet. Et donc, nous avons développé cet index qui nous permet d'apprécier le risque d'impact et que nous partageons actuellement aussi auprès de la société civile dans un certain nombre de conférences. Voilà.
Merci beaucoup. Je vais commencer par la question sur l'éducation aux médias, à l'information, ainsi que sur la formation à l'esprit critique. En 2021, le président de la République a monté une commission, a demandé une commission qui s'appelle la commission Les Lumières à l'ère numérique, dont j'ai été membre, et on a rendu un rapport en 2022, début 2022, au président, qui comporte des chapitres sur ces questions-là en particulier. Le rapport est toujours disponible. Il a même été publié depuis, figurez-vous. Donc, j'invite les personnes qui sont intéressées à se rapporter, parce qu'on avait fait un travail justement un peu d'évaluation de ce qu'il s'agirait de faire et de ce qu'il existait. Depuis lors, beaucoup de choses ont continué à avancer. Je citerai par exemple le groupe de travail 8 de l'éducation nationale qui s'appelle le groupe de travail Esprit critique justement, et qui travaille à formaliser une définition de ce qu'est l'esprit critique, la manière de l'enseigner, etc. Donc il y a des acteurs qui, que ce soit du côté société civile mais aussi institutionnelle, continuent à avancer sur ce sujet. Après, évidemment, la décision d'implémenter ça à large échelle est une autre décision qui ne m'appartient pas de commenter. Pour ce qui est d'éviter la pravda, comme le disait une sénatrice, je pense qu'un des moyens de le faire, c'est de travailler sur la nature inauthentique de la circulation des récits, plus que sur les contenus des récits eux-mêmes. Parce que tout le monde peut s'accorder sur le fait que quelqu'un qui vote 3 fois ne respecte pas le jeu démocratique. Sur les réseaux sociaux, si on exprime 3 fois son idée 2 fois avec des robots, on ne respecte pas le jeu du débat démocratique. Donc ça, c'est une manière de contourner, j'allais dire, l'aspect de ménager les sensibilités politiques de tout un chacun, en se disant le seuil sur lequel on se retrouve, c'est que dès lors que le message est passé de manière artificielle et promu de manière artificielle et gagne une visibilité qui ne représente pas la représentation du point de vue dans la société, là on a affaire à un problème démocratique. Et je pense que ça, c'est un des moyens pour essayer d'éviter ce problème-là. Évidemment, ça touche les questions d'information et pas les questions de, je sais pas, de violence sur les réseaux sociaux, de propos haineux, etc., qui relèvent d'une autre question et d'autres lois d'ailleurs qui s'appliquent. Et finalement, pour la question très délicate de la mesure des impacts, aussi délicate qu'importante, en réalité, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Alors, il y a des choses qu'on essaie de faire un peu à la Fondation Descartes, par exemple, c'est des études corrélationnelles. Donc, vous mesurez au sein de la population la croyance dans certains récits qui ont été promus de manière artificielle, notamment par des puissances étrangères en France. Et une fois que vous avez mesuré ça, vous comparez le niveau de la croyance au sein de la population dans ce récit avec le comportement d'information des gens. Si on observe, comme ça a été le cas pour l'étude de l'année dernière, qui est disponible sur le site de la Fondation Descartes, si on observe que les personnes qui s'informent davantage sur les réseaux sociaux que par d'autres canaux sont plus sensibles à ces récits-là, on peut penser qu'il y a un impact sur les croyances. Voilà, c'est très indirect, c'est pas très satisfaisant. C'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes qui seraient plus directes, qui sont des méthodes beaucoup plus difficiles à mettre en place, mais je participe à un projet européen là-dessus, on est en train de développer une étude de ce genre-là, d'ailleurs elle va même être lancée, où il s'agit, c'est des études expérimentales où on intervient en fait, on procède à une intervention, on demande à la moitié d'un groupe de participants de se priver de réseaux sociaux pendant une période et on mesure l'évolution de leurs croyances entre avant et après. Vous imaginez pas à quel point c'est lourd et compliqué à mettre en place, c'est pour ça, et extrêmement coûteux aussi, hein, ça il faut le dire. Ce genre de recherche, tout à coup, dès qu'elle commence à avoir de l'ampleur, deviennent très coûteuses. Et la recherche est rarement dotée de tels moyens. C'est pour ça qu'en l'occurrence, on doit travailler avec des consortiums, même pas européens, mondiaux en l'occurrence, pour trouver des donateurs dans d'autres pays. Une autre manière de procéder, pour aller très très vite, mais vous donner un peu l'idée, c'est de travailler avec des expérimentations en laboratoire. Ça a été fait notamment à de nombreuses reprises pour évaluer l'efficacité ou sur les opinions des théories du complot sur différents sujets. On met des gens en laboratoire face à une série d'informations, on regarde dans quelle mesure ça influence ou non leur représentation, parce que c'est pas mécanique, encore une fois. Tout ça pour dire que ce que doivent permettre ce genre d'études, c'est pas nécessairement de mesurer au cas par cas telle ingérence a eu telle influence ou non. L'objectif, c'est de réussir à déterminer, je le pense du moins, des facteurs de sensibilité accrue. On sait par exemple que si on a publié avec des collègues 2 études qui montrent par exemple qu'au niveau international, le premier facteur qui explique la sensibilité d'une population aux théories du complot en général, c'est le niveau de corruption du secteur public de leur pays. Pourquoi ? Parce que vous donnez aux gens de bonnes raisons d'être défiants, en quelque sorte. Quand bien même les théories du complot auxquelles ces gens croient après n'ont rien à voir avec leur secteur public, ni même avec leur pays. C'est pas grave, les personnes deviennent sur-méfiantes à l'égard du fonctionnement du monde social. Et donc, pouvoir identifier des facteurs environnementaux,
comme celui-là, et pour le coup, c'est plutôt rassurant pour la France, où le niveau de corruption du secteur public est bas. Et donc, au niveau international, dans les études, j'ai pu montrer que la population française croit en moyenne beaucoup moins aux théories du complot que dans d'autres pays. Donc, quand on s'observe, on se fait peur. Quand on se compare, on se rassure. Et donc, c'est identifier ce genre de facteurs environnementaux. Quels sont les sujets sur lesquels les ingérences peuvent ou les manipulations peuvent avoir plus d'effets que d'autres, etc. Ça peut être fait en laboratoire et ensuite, à partir de là, on peut essayer d'extrapoler. Mais tout ça demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens et c'est deux choses dont la recherche ne dispose pas toujours aujourd'hui. Monsieur Hébert. Oui, je voulais simplement réagir sur l'aspect éducation au numérique, qui est effectivement un sujet aussi important pour la CNIL. Et en particulier, on a parlé bien sûr de l'éducation des adultes, mais des plus jeunes. Et un service donc dédié à la CNIL mène un certain nombre d'actions de sensibilisation. Alors, sans être exhaustif, il y a un certain nombre d'outils. On a beaucoup de contenu pédagogique sur le site de la CNIL, des vidéos, mais aussi des contenus plus ludiques. On a par exemple sorti récemment un manga, donc il faut aussi cibler les plus jeunes sur les sujets de la vie privée et des réseaux. Donc voilà, donc ça c'est beaucoup d'autoutils qui sont mis en ligne, et on a aussi des actions vis-à-vis des établissements scolaires. On intervient très souvent dans ces établissements. On a eu 85 interventions en 2025 devant des établissements scolaires pour sensibiliser les plus jeunes à ces sujets, et de plus en plus d'ailleurs sur des sujets d'intelligence artificielle pour apprendre à avoir des réflexes dans le domaine numérique, que ce soit de la sécurité et également l'intelligence artificielle. Voilà. Enfin, Monsieur Loutrel. Merci. Pour compléter le propos de mon collègue de la CNIL, je crois que on est tous conscients que l'enjeu est phénoménal sur éducation, médias, information, et on a tous des partenariats avec le CLEMI. Il faut le dire, ils ne sont pas présents aujourd'hui ici. On les fait évoluer, mais je crois qu'il est important de ne pas réduire la citoyenneté numérique à dire qu'il faut cibler les jeunes. Il ne faut pas perdre des adultes non plus. La transformation numérique va très très loin. Il faut être capable aussi de toucher les jeunes hors de leur temps scolaire. Donc nous, on s'interroge parce qu'on sent que la clé est de savoir comment on permet aux collectivités territoriales d'agir, comment on met les élus en capacité de jouer un rôle. On ne peut pas réussir la territorialisation de ces politiques sans les collectivités. Alors ça, pour nous, c'est un terrain totalement nouveau pour nous, Arcom. Alors je crois que comme la CNIL, on l'explore. La plus belle dynamique, honnêtement, je tiens à dire, à saluer, c'est la dynamique des numériques en commun, qui sont ces manifestations qui sont animées par l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui rassemble une fois par an toutes les initiatives des territoires les plus dynamiques. La réunion a eu lieu la semaine dernière à Strasbourg, elle était l'année dernière à Annecy, il y a 2 ans à Bordeaux. Et la question est comment est-ce qu'on arrive à amplifier ça? Comment est-ce qu'on arrive aussi, parce qu'on se pose des questions et on sent que les élus peuvent faire beaucoup. Et la question, c'est comment nous, on touche les élus, comment on apporte notre contribution à cette compréhension du monde numérique où, pour beaucoup, la clé de la solution pour sortir de ce sentiment de sidération, c'est de comprendre justement quels mécanismes sont à l'œuvre, comment est-ce qu'on peut agir intelligemment avec Viginum, avec l'Arcom, avec la CNIL, et qu'il y a des choses à inventer, il y a un nouvel horizon à construire. On a su construire, je crois, dans le passé, un partenariat entre l'État et les territoires pour déployer tous ces réseaux numériques, ces réseaux de fibre optique, ces réseaux mobiles qui permettent cette numérisation. Aujourd'hui, il faut faire face à la rançon du succès qui est qu'on est en partie dépassé par cette innovation numérique. Mais de la même manière, je suis convaincu que c'est avec les territoires qu'on va résoudre, mais qu'il faut trouver des nouveaux mécanismes, y compris peut-être pour commencer sur des choses qui, je pense, pourraient être simples et sont importantes, qui est de se dire, mais comment est-ce qu'on protège mieux nos élus contre la violence numérique? Il nous semble qu'il y a une série de groupes qui sont des cibles de plus en plus dans l'espace numérique, qui sont l'objet de harcèlement, les élus, les journalistes, des acteurs de la société civile, les juges. On l'a vu récemment. Et on a des mécanismes, ce sont des mécanismes où on peut créer des mécanismes d'alerte rapide, des signaux de confiance. Mais aujourd'hui, on a déjà désigné en France le plus grand nombre de signaux de confiance, 8, avec des acteurs déjà établis qui s'étaient identifiés. Donc on a e-enfance qui se donne pour mandat de protéger l'enfance. Comment est-ce qu'on construit un signal de confiance qui protège les élus?
Et je pense que si, dans cette maison, nous espérons pouvoir peut-être trouver des partenaires, des soutiens pour mieux aller construire ces nouveaux partenariats, parce que notre société se numérise plus vite qu'il nous faut refaire société numérique. Et quand on a refait société numérique, et donc permis à toutes nos associations de collectivités de rajouter une dimension supplémentaire de leur activité pour être capable de faire face et de se sentir en capacité de faire face à ces désordres numériques qui ne sont que des nouvelles formes de sujets anciens. Des ingérences, il y en a toujours eu. Des agressions d'élus, hélas, il y en a déjà eu. Ce qui est nouveau, c'est la forme numérique. Et donc, il faut arriver à passer cette barrière où, au début, on a l'impression de faire face à une sidération. Ouais, en réalité, la forme numérique crée une espèce de phénomène de mise à distance qui fait qu'on se permet sur les réseaux sociaux des propos qu'on ne se tiendrait pas en tête-à-tête. C'est un constat, je crois, que tout le monde peut faire assez aisément. Quand on est en désaccord, on ne s'insulte pas dans la vraie vie. On discute. Mais on ne s'insulte pas, on ne se bloque pas. Enfin, c'est vrai que ce sont des nouvelles formes, des nouvelles formes de réaction. En tout cas, des réactions qui sont réactivées dans un monde qui est peu civil, qui est celui des réseaux sociaux. Nous avons une dernière question de Madame Lauriane Josande. Allez, je vais faire vite. Merci Madame la Présidente et merci à vous et à Monsieur le Président de la Commission Culture d'avoir organisé ce débat très riche. Et ma question s'adresse donc à Madame Diver et à Viginum sur la place de TikTok. En réalité, TikTok occupe une place relativement limitée dans le débat public numérique en France, par comparaison en tout cas avec d'autres pays européens, même si ces chiffres, nous le constatons, sont en constante augmentation. En réalité, 8% seulement des internautes français s'informeraient actuellement de manière hebdomadaire via cette plateforme. Pensez-vous donc que cette situation protège la France de la menace d'ingérence comparable à celle survenue en Roumanie notamment? Ou bien diriez-vous que les ingérences étrangères en matière électorale s'adaptent parfaitement à nos modes de consommation de l'information? En d'autres termes, le type de support prime-t-il dans la stratégie des ingérences étrangères? Merci. Je rajouterai une dernière. On a bien compris la difficulté de vérifier et de ne pas surréagir dès lors qu'on voit quelque chose sur les réseaux sociaux. Comment concilier cette nécessité de vérification et le temps court d'une campagne électorale? Je pense notamment à un entre-deux tours d'élection présidentielle. Est-ce que c'est un scénario que vous avez étudié, c'est-à-dire s'il y a une volonté d'influencer le scrutin entre les deux tours de l'élection présidentielle, quelles sont les capacités que vous avez à réagir? Merci pour cette question. S'agissant donc de TikTok, effectivement, j'appuie ce que vous évoquiez sur le fait que en fait la pénétration de TikTok en France est probablement différente de celle en Roumanie, puisqu'en fait en Roumanie, nous avons un pays donc de 18 millions d'habitants avec 9 millions d'utilisateurs actifs de TikTok. Donc une majorité en fait des électeurs qui sont effectivement présents sur TikTok. La pénétration de TikTok en France, elle reste importante, même si c'est effectivement que 8% sur peut-être des usages d'information. C'est quand même une majorité, en tout cas plus de la moitié des internautes français qui sont présents sur TikTok. En vérité, qu'il s'agisse de TikTok ou d'autres plateformes, effectivement, la question, et je rejoins sur les points de l'ARCOM, la véritable question est le fait en fait que nous avons confié nos flux d'informations et notre débat public numérique à un certain nombre de plateformes qui ne sont pas européennes. Et en fait, cette concentration, elle est sans précédent et elle est génératrice d'externalités négatives importantes qui peuvent avoir un impact et mettre en cause directement la défense et la sécurité nationale, comme on l'a vu en Roumanie. Et donc, effectivement, en particulier, l'architecture algorithmique de ces plateformes, et notamment s'agissant de TikTok, puisque l'algorithme est particulièrement opaque, et les modèles économiques, ils façonnent non seulement la diffusion, mais surtout la hiérarchisation de ces contenus au sein de l'espace public numérique. Et donc, ça engendre un risque accru de polarisation et de manipulation de l'information transnationale.
Et donc pour ces raisons, en fait, il y a différents leviers. Il y a effectivement, premièrement, le levier de la coopération avec ces plateformes. Et aujourd'hui, Viginum, avec l'ARCOM, nous collaborons avec la plupart de ces plateformes. Et effectivement, Viginum finalement ne traite pas tellement des contenus, finalement, peu importe le contenu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de caractériser les moyens inauthentiques mis en œuvre pour la diffusion, et donc l'amplification artificielle de ces contenus. Et sur la base de cette définition, bien souvent, nous trouvons un écho auprès des plateformes parce que ça contrevient généralement à leurs conditions d'utilisation de leurs services. Et donc, la plupart du temps, elles vont coopérer et elles peuvent même agir, même si nous n'avons pas de pouvoir d'injonction. Après, c'est leur décision ou pas d'agir et de modérer certains, par exemple, des faux comptes ou de réseaux d'avatars complètement inauthentiques que nous détectons. Mais dans certains cas, cette coopération, elle est très en dessous de ce qu'un service de l'État est en droit d'attendre. Et donc, dans ces cas-là, nous avons donc d'autres moyens d'agir qui vont être notamment sur le plan de la régulation européenne, et puis sur le plan d'autres outils, avec notamment l'activation d'outils au niveau judiciaire. Et donc aujourd'hui, Viginum collabore avec son administration, je parlais tout à l'heure de la Commission européenne, mais aussi au niveau national, avec le parquet de Paris, par exemple, pour documenter les différentes enquêtes en cours, et notamment les manquements de ces plateformes sur leur obligation d'atténuer les risques systémiques. Et donc, s'agissant du DSA, effectivement, nous faisons face quand même depuis quelques mois maintenant à une offensive probablement coordonnée de la part de plusieurs plateformes américaines. Et donc, il est important, selon nous, de maintenir une position extrêmement ferme pour protéger nos concitoyens sur l'usage des plateformes numériques en préservant la liberté d'expression tout en permettant de lutter contre les ingérences numériques étrangères. Monsieur le Président, pour répondre à votre question sur entre les deux tours d'une élection présidentielle, je pense que la réponse c'est la détection. Et donc c'est tous les travaux de Viginum. Mais le deuxième sujet, c'est la réaction. Et l'important, ça sera de savoir expliquer et d'être convaincant sur le fait de dire une ingérence a eu lieu et d'arriver à le mettre dans le débat public sans provoquer la défiance. Et c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important que l'État ait un effort équilibré entre l'effort qu'il fait pour construire la capacité de Viginum et l'effort pour construire la capacité de l'espace médiatique à expliquer et à porter le message le jour où il apparaîtra. Si nos médias n'ont pas de journalistes qui sont compétents sur ce sujet, si nos médias n'ont pas un réseau d'experts, des gens comme Laurent Cordonnier, comme il y en a dans toutes nos universités, qui sont capables de faire le même type de travaux que ce que fait Viginum, alors nous serions en position de faiblesse. Au contraire, si on a ces capacités, le jour où on va détecter quelque chose, tout l'écosystème de la République pourra se mobiliser en disant « non mais on comprend, on sait ce que fait Viginum, nos universités maîtrisent le même type d'outils, et oui, ce qui a été caractérisé, on confirme que ça existe. Et dans ce cas-là, on sera capable de résister. » Et je crois que c'est vraiment l'enjeu pour se préparer à un événement dans une période très très courte, c'est le travail dans la durée. Et donc effectivement, on regarde les municipales pour nous comme étant un premier test avant un présidentiel. On regarde les municipales comme étant une occasion de se dire mais comment on construit des nouveaux partenariats avec les territoires et comment on fait ce maillage territorial et on augmente la résilience informationnelle de la République. Merci. Monsieur Moutou. Si vous me permettez, Monsieur le Président, le droit français ne prévoit pas une intervention a priori. Si on revient sur l'exemple roumain, la différence essentielle est que la compétence constitutionnelle de la Cour constitutionnelle roumaine lui permettait d'annuler avant même la proclamation des résultats le scrutin. Il y a même eu un débat de doctrine chez les juristes roumains pour savoir si on pouvait suspendre dans l'entre-deux tours ou s'il fallait attendre que le second tour se déroule avant la proclamation des résultats pour annuler l'élection. En France, la question ne se pose pas. Le juge électoral intervient a posteriori. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, le seul acteur qui me semble à ce stade à droit constant habilité pour intervenir d'une façon ou d'une autre, c'est le fameux tiers de confiance, c'est la Commission nationale du contrôle des élections présidentielles.
qui, je le rappelle, n'a aucun pouvoir juridique de sanction. La seule compétence qu'il ait, c'est de saisir le Conseil constitutionnel, qui lui-même ne peut pas intervenir avant les élections. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation, il faut le dire, assez inédite. Les menaces qui pèsent sont d'une ampleur qui n'avait pas été anticipée par le rédacteur de la Constitution de 1958, et donc ça fait l'objet naturellement de réflexions. Merci à vous tous de votre intervention. Merci à nos collègues également d'avoir été présents et d'avoir posé un certain nombre de questions. Donc nous avons compris que s'il peut y avoir des élections sous influence, nous sommes relativement armés, en tout cas, si je puis dire, au nombre des organismes que nous voyons ici, pour pouvoir agir, même s'il nous manque quelques décrets d'application et une doctrine que nous allons connaître bientôt, monsieur le secrétaire général. Il restera à armer la société civile, sans doute, et puis à rester attentif tout de même au pays de la liberté d'expression, à ce que nous ne confondons pas les fausses nouvelles avec des nouvelles qui nous dérangent. Merci à vous tous.